Merci. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette première présentation introductive, on va s'intéresser à la caractérisation des vasières de l'estuaire de la Loire et à leurs différentes fonctionnalités écologiques. Ça commence bien, j'arrive pas à passer les diapos. Alors, un petit souci technique. Bon, c'est bon. Pardon pour ce petit délai. Donc, on va tout d'abord définir ce qu'est une vasière avant de s'intéresser à la caractérisation des vasières de l'estuaire de la Loire. Puis, nous allons voir leurs différentes fonctionnalités écologiques en détaillant le rôle biologique qu'elles jouent pour les différentes espèces du réseau trophique. Donc, pour rappel, vous avez ici le secteur d'études du GP Loire-Estuaire, donc qui correspond à la Loire de la Maine à la mer, sachant que la majorité des vasières sont concentrées en aval de Nantes. Donc, tout d'abord, petit rappel de définition sur les surfaces marnantes qui correspondent donc à la zone intertidale, c'est-à-dire les espaces du liminaire du fleuve qui sont découverts et recouverts à chaque marée. Donc, vous avez ici schématiquement ce que représentent les surfaces marnantes avec donc, les niveaux de pleine mer de vives eaux, les niveaux de basse mer de vives eaux, et donc ici en coupe transversale, la surface marnante qui est comprise entre ces deux niveaux d'eau. Donc, ces surfaces marnantes peuvent être constituées de vasières, mais aussi de grèves sableuses ou bien de dépôts rocheux. Et sachant que dans l'estuaire de la Loire, ce sont les vasières qui constituent la majeure partie des surfaces marnantes. Donc, ces vasières sont constituées de sédiments fins qui sont riches en matière organique et qui vont provenir de l'érosion des sols de l'ensemble du bassin versant. Donc, vous avez ici, sur ce schéma, on voit qu'on a plusieurs modes de transport des sédiments, donc qui sont représentés ici, saltation, roulement, suspension, qui vont dépendre de la taille des particules, mais aussi du débit. Sachant également que plus le débit augmente, plus les apports de sédiments vont augmenter aussi. Donc, ces sédiments vont alimenter le bouchon vaseux, qui va à son tour alimenter les vasières par un phénomène de dépôt. Et à l'inverse, on a aussi un phénomène d'érosion des vasières qui va remettre les sédiments en suspension dans l'eau. Donc, dans l'estuaire de la Loire, on peut avoir plusieurs types de vasières, des grandes vasières planes, des vasières un peu plus étroites qui ont une pente plus importante. Et les vasières sont aussi situées dans les nombreux étiers qui sont dans l'estuaire de la Loire. Et donc, on a environ au total 2200 hectares de vasières dans l'estuaire. Donc, la majorité de la surface de ces vasières va être située dans la partie aval, donc entre Paimboeuf et Saint-Nazaire, où on aura les trois quarts des surfaces des vasières, donc, qui sont représentées ici surtout par des grandes vasières planes. On a ensuite, dans la section intermédiaire, ici, ce sont les étiers qui vont représenter plus de la moitié de la surface, avec une pente un peu plus élevée. Et enfin, dans la partie plus en amont, là, on n'aura que 6% de la surface des vasières et elles ont surtout des vasières plus étroites avec une pente encore plus importante. Donc, on aura deux gradients principaux qui vont caractériser aussi ces vasières. Tout d'abord, un gradient longitudinal qui va correspondre au gradient de salinité, donc qui va être positif évidemment de l'amont vers l'aval, donc plus on va vers l'aval, plus c'est salé. Et puis, un deuxième gradient qui est le gradient altitudinal, qui va donc influencer le temps d'immersion. Et donc, vous avez ici, pour exemple, de représenter la partie aval entre Paimboeuf et Saint-Nazaire. Et on voit que sur cette partie, on a près de la moitié de la surface des vasières qui sont marnantes à presque toute la marée. Et donc, juste ici, pour exemple, vous avez en photo le même secteur de l'estuaire, à gauche à marée haute et à droite à marée basse, où on distingue plus les vasières. On a donc vu que ces vasières étaient riches en matière organique, ce qui constitue une ressource trophique importante, qu'elles étaient caractérisées donc, par deux gradients principaux, donc la salinité et le temps d'immersion, ce qui va engendrer une grande diversité des habitats. Et donc, ces vasières vont jouer un rôle biologique pour de nombreuses espèces et sont à la source de tout un réseau eutrophique que vous voyez ici
représentée de manière assez simplifiée. Donc, avec ici le compartiment des producteurs primaires représenté par le microphytomatose, qu'on verra tout à l'heure, la matière organique, la macrofaune benthique, plusieurs espèces d'oiseaux et notamment plusieurs espèces de poissons. Et donc, ce sont ces différents compartiments biologiques qu'on va voir maintenant, qu'on va passer en revue. Donc, avec tout d'abord le compartiment des producteurs primaires, qui est surtout représenté par le microphytomatose, qui sont donc des algues microscopiques qui vont coloniser la surface des vasières à basse mer. Donc, ce sont des algues unicellulaires et des cyanobactéries qui vont former des biofilms colorés à la surface des vasières, comme on le voit par exemple sur cette photo, et qui représentent une part importante de la production primaire dans l'estuaire. Ce microphytomatose se développe en partie grâce aux différents éléments nutritifs présents et va être consommé ensuite par la faune benthique et par certains oiseaux et certaines espèces de poissons. Donc, deuxième compartiment à la base du réseau trophique, très important dans les vasières, ça va être la matière organique, qui est donc présente surtout dans les sédiments vaseux. Et dans l'estuaire, les vasières vont avoir une teneur en matière organique comprise environ entre 0,5% et 14%. Cette matière organique va provenir des algues qui arrivent dans l'estuaire et qui vont mourir en arrivant car elles ne tolèrent pas les variations de salinité. On peut aussi avoir un développement algal local, pouvant même parfois aller jusqu'à l'eutrophisation. Et puis elle provient aussi de la dégradation des organismes morts. Cette matière organique, elle est ensuite consommée, entre autres, par la faune benthique. Donc, on va s'intéresser ici exclusivement à la macrofaune benthique, c'est-à-dire les organismes dont la taille est supérieure à 1 mm. Dans l'estuaire de la Loire, elle est représentée par environ 67 espèces de vers, de mollusques et de crustacés, avec des densités qui peuvent parfois aller jusqu'à 20 000 individus par mètre carré. Et donc, vous avez ici, sur ces photos, de représenter les principales espèces de macrofaune de l'estuaire de la Loire, donc des annelides, des mollusques et des crustacés, sachant que toutes ces espèces vont être sensibles à plusieurs paramètres, notamment la granulométrie des sédiments, la salinité, la teneur en oxygène et aussi le temps d'immersion. Donc cette macrofaune benthique, elle est ensuite consommée notamment par les poissons. Donc en plus des caractéristiques des vasières qu'on a déjà vues, elles sont également de faible profondeur, ce qui les rend moins accessibles aux prédateurs marins et en fait donc une zone de refuge pour les poissons. La température de l'eau y est aussi plus élevée que dans les eaux côtières en été, et ce qui les rend favorables au développement des juvéniles de poissons. Dans l'estuaire de la Loire, on a 90 espèces qui ont été recensées jusqu'à maintenant et qui vont appartenir aussi bien aux espèces marines, aux espèces d'eau douce. Cela peut être aussi des espèces estuariennes ou migratrices. Et parmi ces 90 espèces, seulement 20% fréquentent régulièrement l'estuaire. Donc pour les poissons, les vasières vont être une zone de nourricerie, pour notamment les poissons d'origine marine, surtout comme la sole et le bar, par exemple, qu'on voit ici sur les photos à droite. Et donc, pour ces espèces, ça va être les juvéniles qui vont rester quelques années dans l'estuaire pour s'y nourrir et grandir. Et c'est aussi plus généralement une zone d'alimentation pour l'ensemble des guides écologiques présentes dans l'estuaire, donc les espèces estuariennes, marines encore, les espèces d'eau douce et certaines espèces migratrices. Il faut savoir qu'on a évidemment une variabilité saisonnière de présence des poissons qui va être due notamment aux variations de débit et de température de l'eau. Et donc, les vasières vont jouer un rôle quelle que soit la saison. Enfin, ces poissons constituent une ressource alimentaire pour la vie faune. L'estuaire est en effet une zone d'accueil pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs qui ne passent qu'une partie de l'année dans l'estuaire. Et donc, ce sont surtout des hivernants, mais on a aussi des espèces qui vont venir en été. Donc, sur la carte, ici, vous avez donc le réseau des zones humides dans laquelle est situé l'estuaire de la Loire, avec notamment la Brière et le lac de Grandlieu, auquel est directement connecté l'estuaire de la Loire. Et donc, sur cet espace, on a chaque hiver entre 54 000 et 145 000 oiseaux qui sont dénombrés. Et ces oiseaux vont venir s'alimenter sur les vasières. Donc, plus précisément, ces vasières vont être, pour les limicoles, surtout une zone d'alimentation.
Pour les laridés, donc tout ce qui va être goéland et mouette notamment, c'est surtout une zone de repos. Et enfin, pour les anatidés, c'est à la fois une zone d'alimentation et de repos. Donc, pour conclure, on a donc vu que les vasières dans l'estuaire de la Loire étaient représentés par différents types de vasières caractérisés donc, par leur topographie, leur surface, le temps d'immersion et la salinité notamment. Qu'elles sont riches en ressources trophiques. On a vu également qu'elles étaient caractérisées par deux principaux gradients, donc longitudinal et altitudinal, qui permettent une grande diversité des habitats. C'est un habitat donc, essentiel à la survie de nombreuses espèces, comme on l'a vu, et elles jouent donc un rôle biologique important, quelle que soit la saison. Enfin, il est aussi important de préciser qu'on a eu une diminution des surfaces marnantes depuis le 19e siècle, de plus de 60%, avec cependant une évolution contrastée, une augmentation des surfaces en aval de pin-bœuf et une forte diminution en amont. Se pose la question quand même de la caractérisation de ces surfaces perdues. Est-ce que c'était toutes des vasières ou non? Et évidemment, on a aussi une remontée du front de salinité non négligeable d'environ 30 km entre 1950 et aujourd'hui, même si ce front de salinité est stable aujourd'hui. Et enfin, pour finir, il y a d'autres fonctionnalités des vasières qu'on n'a pas mentionnées ici, peut-être parce qu'elles sont encore un peu moins étudiées dans l'estuaire de la Loire, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas importantes. On a notamment la fonction épuratoire, puisqu'on sait que les bactéries vont piéger et dégrader la matière organique, ce qui va améliorer la qualité de l'eau notamment. Elles ont aussi une fonction mécanique, par les forces de frottement qu'elles opposent au courant. Et enfin, on n'a pas parlé de la bioturbation, ce qui correspond au remaniement des sédiments par les organismes fouisseurs notamment, et ce qui va influencer par exemple la disponibilité des ressources pour les autres espèces. Et j'en ai donc terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et on va tout de suite enchaîner avec la présentation de Laurent Barillet de l'Université de Nantes, qui va nous parler un peu plus précisément du microphytomatos et du bioindicateur qui est développé grâce à ce compartiment biologique. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Lise, merci Lise. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. L'écran? Ok. Donc, bon après-midi à tous. Je vais vous présenter donc un travail qui s'intitule « Développement d'un bioindicateur de la qualité des eaux estuariennes basé sur les observations du microphytomatos par satellite ». C'est un travail qu'on mène pour l'Office français de la biodiversité et que je vais présenter, mais que je développe avec mes collègues Simon Ouari, Tania Hernandez et Lourenço Ribeiro. Alors, le contexte de ce travail, c'est celui de la directive cadre sur l'eau et l'OFB nous a demandé de considérer la possibilité de développer un nouveau bioindicateur pour estimer le statut écologique des eaux de transition, c'est-à-dire les estuaires et puis quelques baies ouvertes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème quand on veut appliquer les bioindicateurs qui existent, et notamment le bioindicateur phytoplancton, qui est développé en zone côtière, et qu'on veut l'appliquer dans les estuaires turbides, tout simplement parce que les eaux sont trop turbides, trop troubles, et elles empêchent le développement du phytoplancton, notamment dans les grands estuaires français. D'où l'idée d'essayer de considérer le microphytomatos dont Lise vient de parler, qui sont ces microalgues unicellulaires, benthiques, donc qui se développent à marée basse, qui peuvent être aussi parfois composées de cyanobactéries et qui forment des biofilms. Alors, avant de parler de télédétection, juste un petit mot, parce que dans le projet qu'on a avec l'OFB, on a une approche qui est dite à micro-échelle, où on s'intéresse aussi à la diversité des peuplements. Et on a produit notamment un atlas des diatomées benthiques, et grâce à notre taxonomiste Lourenço Ribeiro. Alors là, je vous montre quelques planches de cet atlas, et le message que je veux faire passer, c'est qu'on connaît un peu l'objet qu'on va télédétecter, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste des mesures physiques, mais on a une connaissance quand même de la biologie de la diversité. Donc là, c'est une planche où vous voyez des diatomées du genre Navicula, qui est le genre le plus présent dans l'estuaire de la Loire, et puis ailleurs. Vous voyez, la barre d'échelle est à 5 microns, donc vraiment, on est en train de parler d'organismes microscopiques. J'ai mis une deuxième planche pour illustrer un autre genre qui peut être ponctuellement présent, le genre Gyrosigma, qu'on trouve en Loire et qui forme des développements ponctuels. Et toute cette base de données, on l'a mise à disposition dans un endroit sur le net, sur le répertoire Zenodo, où on peut la télécharger. C'est
en accès ouvert, en open access, open air, et vous pouvez avoir tout cet atlas. L'idée, c'est que si on continue à travailler là-dessus et si d'autres collègues veulent se former, mais ça a quand même une référence pour pouvoir faire l'identification de la diversité des diatomées. Alors, il se trouve que on a utilisé, je reviens là-dessus, ce travail pour quantifier cette diversité. Et vous avez quand même 351 espèces de diatomées qui ont été identifiées dans l'estuaire de la Loire, avec 98 genres, dont les plus présents sont Navicula, Nitzschia, Thalassiosira, Gyrosigma. Donc, on a publié un peu ce travail cet été dans la publication ci-dessous, là, qui traite des variations spatio-temporelles, de la biomasse, de la diversité des assemblages dans l'estuaire de la Loire. Alors, pour compléter ça, et parce que vraiment par rapport aux eaux douces, il nous manquait de la donnée, on a beaucoup moins de données disponibles qu'en eau douce, on a essayé de créer, on est en train de créer une base de données qui recense l'ensemble des diatomées benthiques des côtes françaises. Alors, une base de données qu'on pourrait interroger avec une interface comme celle-là, mais on est en train de le faire évoluer. Le plus important, c'est de dire que cette base de données, elle compile des données récentes et historiques. Là, je vous ai mis notamment les collections Tampère et Peragalo qui datent de la Première Guerre mondiale. On est en 1915 avec à droite, là, vous voyez l'embouchure du Brivet à Saint-Nazaire où on a des listes taxonomiques. Il y a même des travaux qui datent du 19e siècle. Donc, on a compilé toutes ces données, on a compilé des données récentes et on est en train de faire une base de données qui pourra ensuite servir pour d'autres choses, pour des collègues qui vont s'intéresser, traiter les diatomées benthiques. Alors, l'idée à micro-échelle, c'est d'essayer de faire ce que font nos collègues en eau douce, notamment d'essayer de développer un bioindicateur basé sur la diversité. Alors là, j'ai mis un exemple du logiciel Omnidia qui permet de calculer pour un taxon la qualité de l'eau basée sur des indices comme l'indice de polluosensibilité. Donc là, vous avez une espèce, c'est Navicula philepta, qui est la plus présente en Loire d'ailleurs, qu'on identifie par sa distribution en fonction de classes de qualité d'eau, et donc à partir de là, on peut calculer les différents indices. Alors le problème, c'est que nous, on n'a pas du tout le jeu de données des eaux douces, et qu'on doit faire avec un jeu de données qui est beaucoup plus restreint. Et en fait, cette méthode-là, elle ne marche pas pour les eaux estuariennes, parce qu'en raison de la salinité, toutes les eaux sont déclassées comme étant de mauvaise qualité. Donc, on est en train de travailler là-dessus, sur l'aspect micro-échelle, mais enfin, le message, c'est qu'on a aussi une connaissance de la diversité des peuplements. Alors, ces peuplements, à quoi ils ressemblent ? Donc ici, vous avez une photo d'un peuplement du microphytomentos. Alors, c'est pas dans la Loire, c'est dans la baie de Bourneuf qui est voisine. Vous avez les parcs ostréicoles en arrière-plan. Et là, c'est mes collègues Patrick Lenot du LPGN à l'Université de Nantes et Vola Méléder, avec qui on a beaucoup développé ces méthodes de télédétection. Donc, ils sont sur une surface en vase avec un spectroradiomètre. Et ce que vous voyez à la surface de la vase, eh bien, c'est le biofilm qui est coloré en orange en raison des pigments. Alors, c'est un biofilm de diatomée qui a cette couleur en raison des pigments qui composent principalement les diatomées. Alors, ce biofilm, vous voyez, il est assez dense, il peut être effectivement utilisé, comme l'a dit Lise, par des consommateurs de la macrofaune, méiofaune, mais il peut aussi être remis en suspension par les marées. Et là, vous avez un petit radeau de microphytobenthos qui s'est décollé du sédiment et qui va être distribué dans l'écosystème et qui peut être filtré par des huîtres, par exemple. Et on a montré que des huîtres en baie de Bourneuf pouvaient avoir 40% de leur signature isotopique qui avait pour origine le microphytobenthos. Donc ces peuplements, vous voyez, ils peuvent se développer sur plusieurs mètres carrés et même en fait plusieurs kilomètres carrés. Et en anticipant un petit peu, avec une image satellitale Sentinelle-2, voilà ce qu'on peut observer par télédétection. Donc, c'est les grandes vasières des brillantes. C'est une carte qui vous montre le NDVI. Alors, le NDVI, c'est un des indices de végétation les plus utilisés en télédétection. En gros, plus cet indice est élevé, plus vous avez de microphytobenthos. Et vous voyez des peuplements qui forment plusieurs kilomètres de long sur la vasière des brillantes, au niveau du banc de bio et puis au niveau de la vasière de Méan. Alors, pourquoi faire de la télédétection ? Eh bien, entre autres, parce que ces vasières sont quand même très difficiles d'accès. Ça, c'est Ismaël Ben Youssef, c'est un étudiant doctorant qui a travaillé sur la Loire. Il est en train de faire des prélèvements sur la vasière de Lavaux et il a vite compris tout l'intérêt de la télédétection quand il s'est agi d'aller faire des prélèvements ponctuels sur cette vasière, qui est une des plus difficiles d'accès parce qu'elle est composée d'une vase qui est très fluide. C'est presque du molin dans lequel on se dépasse. Alors, avant de rentrer dans la partie télédétection, un tout petit mot
de techniques pour vous expliquer ce qu'on mesure. En fait, la variable qui est mesurée en télédétection, c'est ce qu'on appelle la réflectance. Donc, c'est la fraction du rayonnement incident qui est réfléchie. Donc là, vous voyez un biofilm de microphytobenthos. Le rayonnement incident, c'est le rayonnement solaire. Il y a une partie du rayonnement qui peut être absorbée par les microalgues en raison des pigments, une partie qui est transmise et vous avez une partie qui est réfléchie. Et quand on fait le rapport entre le rayonnement réfléchi et le rayonnement incident, on a une variable qui varie entre 0 et 1. 0, tout est absorbé, 1, tout est réfléchi. Et cette variable, il faut l'interpréter en fonction des longueurs d'onde. Et ces longueurs d'onde, elles nous permettent d'interpréter ce qu'on appelle une signature spectrale. Donc là, vous avez une signature spectrale de diatomée benthique. Donc la réflectance en fonction des longueurs d'onde. Et le grand intérêt, c'est que vous pouvez faire une interprétation en fonction des différents domaines du spectre électromagnétique. Donc dans le visible, de 400 à 700 nanomètres, vous avez essentiellement les pigments chlorophylliens qui absorbent. Et là, si vous nous montrez, ceux qui ont un petit peu l'habitude d'interpréter ces signatures, on pourrait tout de suite vous dire que c'est une diatomée parce que vous avez la combinaison de cette bande d'absorption liée à la chlorophylla, qui est le pigment principal, mais aussi cette bande d'absorption qui correspond à la chlorophylle C, qui est un pigment diagnostique caractéristique de la classe des diatomées. Et ensuite, dans le proche infrarouge, c'est-à-dire de 700 à 1000 nanomètres, vous avez le sédiment qui contribue à la réponse. Alors ça, c'est quand vous avez un capteur qui a une très haute résolution spectrale qui est dite hyperspectrale. Et vous pouvez exploiter un maximum d'informations. Sauf que tous les capteurs ne possèdent pas, et notamment les capteurs satellitaux, ne possèdent pas encore, ça va venir, ce type de résolution. Alors dans l'estuaire, il faut savoir qu'il y a eu des campagnes hyperspectrales en 2010, 2012, 2013, qui ont été menées par mon collègue Patrick Lono pour l'Ozuna, avec des campagnes qui ont été menées dans le cadre du projet SOLA. Et il a produit, alors je vais vous montrer quelques exemples, en 2013. Donc là, vous avez une image du banc bio et puis des vasières débrillantes, avec une campagne aéroportée qui permet, par des traitements, d'obtenir en orange, là, vous avez les biofilms de diatomée qu'on aperçoit, bande bio, ça ressort assez bien, la vasière débrillante. Et ensuite, on peut produire des cartes de distribution spatiale de la biomasse. Donc là, vous voyez avec les couleurs, ce sont les biomasses en milligrammes de chlorophylla par mètre carré de microphytobenthos. Alors seulement pour produire ces données-là, eh bien, il faut avoir la haute résolution spectrale, il faut des données hyperspectrales. Et ces données hyperspectrales, elles permettent de mettre en place un modèle physique, un modèle de transfert radiatif. C'est un modèle qui décrit la façon dont la lumière pénètre dans le sédiment. Donc, ça a été publié, cette méthode a été publiée là, dans la revue Remote Sensing en 2018, mais seulement il faut avoir la résolution hyperspectrale. Et puis, il faut organiser des campagnes aéroportées. Là, il y en a eu 4. Okay, sauf que et il n'y a pas de satellite actuellement qui possède des capteurs avec une telle résolution. Alors, ce que nous demandait l'OFB pour pouvoir développer le bioindicateur, c'était bien la capacité d'observer les 43 masses d'eau de transition pour la directive cadre sur l'eau. C'est-à-dire, il fallait pouvoir observer de Dunkerque à la Bidassoa, d'accord, et d'observer notamment tous les petits estuaires bretons que vous voyez dans l'encadré. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par essayer de développer notre propre métrique pour analyser la capacité des capteurs satellites, de mauvais à très bons, en croisant la taille du pixel, la présence de zones terrestres avec des pixels adjacents qui sont des pixels de mélange qu'on essaie d'éviter, la résolution spectrale, c'est-à-dire les longueurs d'onde, le temps de revisite, la fauchée, la présence d'archives, le coût bien sûr, et le décalage avec les marées de vives eaux. Donc, sur la droite, vous avez les 43 masses d'eau de transition qu'on a croisées avec différents capteurs, donc Pléiades, Spot, Sentinel-2, Landsat, MODIS, Sentinel-3. Puis vous voyez qu'il y a une colonne où tout est en vert, et je vais revenir dessus avec le meilleur capteur. Alors, juste pour vous montrer un petit aspect de ce qu'on a fait dans ce travail prospectif, sur la rivière d'Etel, que vous voyez à gauche, à droite, vous avez par exemple les zones de vasières qu'on peut observer avec le satellite Landsat, qui a une résolution de 30 mètres. En dessous, avec le satellite MODIS, qui a 250 mètres de résolution. Vous voyez qu'avec MODIS, on peut finalement placer que 4 pixels sans mélanger les zones terrestres. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que tous les capteurs ne sont pas adaptés. Et finalement, cette colonne verte, elle correspondait au capteur MSI, Multispectral Instrument, de Sentinel-2, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne, qui a pour avantage d'abord de fournir des données gratuites avec un temps de revisite court, de 3 à 5 jours. Il y a 2 satellites, le premier lancé en 2015, le deuxième en 2017. Il y a une haute résolution spatiale de 10 mètres à 60 mètres, donc on a souvent travaillé à 10 mètres,
Et puis, il y a 10 bandes spectrales dans le visible proche infrarouge. Là, vous les voyez en dessous. Donc, ce n'est pas de l'hyperspectral, mais on a déjà un nombre de bandes qui nous permet de commencer à observer et à travailler sur la zone intertidale et à cartographier sa végétation. Alors, en utilisant Sentinel-2, on a réalisé cette cartographie et on a publié cette année dans la revue Ecological Indicators, on a publié avec Simon Wary un travail qui s'intitule « Utilisation de Sentinel-2 pour développer des indices de qualité basés sur le microphytomatos en estuaire ». Alors, dans ce travail, on a analysé l'année 2018. Ça correspond quand même à 256 images Sentinel-2 pour l'ensemble des masses d'eau de transition sur toutes les côtes françaises. Et pour compenser le fait qu'on est sur de la résolution multispectrale, hein, on a mis en place on a utilisé des techniques de classification qui utilisent le machine learning et notamment des techniques de random forest qui sont assez éprouvées, assez efficaces, qui permettent de distinguer les types de végétation. Donc, on a extrait de ces images 2 grandes variables. La première, dont je vous ai déjà parlé, c'est le NDVI, donc ça veut dire Normalized Difference Vegetation Index. C'est un estimateur de la biomasse, en l'occurrence du microphytomatos. Et puis, la deuxième variable, c'est le pourcentage de recouvrement. Donc, c'est la fraction de la vasière qui va être occupée par le microphytomatos. Donc là, il y a une dimension surfacique dans cette deuxième variable. Alors, un petit exemple pour vous montrer à quoi ça correspond sur un estuaire où on a appliqué la méthode, c'est l'estuaire de la Pinzée. Vous avez les 2 variables, le NDVI et le pourcentage de recouvrement. Alors, à gauche, on voit l'estuaire en couleur quasi réelle. Au milieu, vous avez l'application de la méthode de Random Forest qui vous donne les principaux végétaux de l'estran. Donc, on voit surtout du vert parce qu'il y a beaucoup de macroalgues. En rouge, il y a le microphytomatos. Et à droite, vous avez uniquement le NDVI qui correspond au microphytomatos. Donc, vous avez sa distribution spatiale. On peut faire la moyenne du NDVI pour cet estuaire. Et puis aussi, on peut faire la somme de tous les pixels et on va avoir le pourcentage de recouvrement pour la Pinzée à cette date précise. Alors, le lien avec les pressions, eh bien, en fait, là, je vous fais vraiment un gros raccourci, mais ce microphytomatos, il serait un bioindicateur d'une pollution par les nutriments azotés, principalement l'azote et l'ammonium. Et en fait, c'est très analogue avec ce que fait le bioindicateur phytoplancton, qui est basé sur le percentile 90, qui est là pour estimer l'eutrophisation des zones côtières sous influence des apports de nutriments fluviaux. Donc, c'est un peu normal parce que on est aussi en train de parler de microalgues qui ont des physiologies qui sont pas si éloignées que ça. Mais il y a quand même une différence fondamentale sur laquelle je veux insister, c'est que entre le microphytomatos et le phytoplancton, c'est que quand vous avez de fortes biomasses de microphytomatos, même si ça va indiquer la présence de nutriments, ça n'a pas du tout le même impact négatif sur l'écosystème. Parce que le microphytomatos, il ne peut pas se développer sur une profondeur très importante. Il est limité à la zone photique dans le sédiment, qui au maximum, grand maximum, est de 2 mm. Donc, vous n'aurez jamais d'accumulation de matière organique qui va se dégrader. Et au contraire, je dirais, plus il y a de microphytomatos, et mieux c'est pour l'écosystème, comme l'a montré Lise. Alors, à partir de nos variables, on a réalisé une ordination, un classement de toutes les masses d'eau de transition où on pouvait faire de l'observation. Donc là, vous avez une analyse multivariée qui vous positionne les estuaires français. On ne les a pas tous analysés ici. Alors, elle les positionne. Et puis, pour chaque estuaire, vous avez le pourcentage de la zone intertidale qui est couverte par les macroalgues en gris et le pourcentage qui est recouvert par le microphytomatos. Alors, vous voyez qu'il y a tout un ensemble d'estuaires, l'estuaire d'Auray, Vannes, la Pinzée, l'Aulne, les Lornes, Scorff, l'Abervrac, le Trieux, où vous avez à la fois beaucoup d'algues vertes, mais vous avez aussi beaucoup de microphytomatos. Et à l'opposé, vous avez toute une série d'estuaires où il y a la Loire qui se trouve là, où en fait, il y a des faibles recouvrements de macroalgues et de microphytomatos. Donc, le fait que vous ayez du microphytomatos principalement là où il y a les zones de macroalgues va dans le sens, effectivement, d'une utilisation des nutriments dans ces estuaires où il y a évidemment les algues vertes qui se développent elles aussi. Donc, c'est sur ces observations qu'on est en train de proposer un bioindicateur. Donc, c'est au sens de la directive cadre sur l'eau, ce que l'Europe appelle les Ecological Quality Ratio. C'est un élément de qualité biologique, nous, le microphytomatos, où on va combiner des percentiles 90 de NDVI, des percentiles 90 de pourcentage de recouvrement, par rapport à des données de référence. En fait, ça sera des estuaires de référence. Alors, on a des estuaires, des valeurs de référence qui seront différents pour les estuaires vaseux et les estuaires sableux. On met des pondérations parce qu'on pense que on a vu que le pourcentage de recouvrement
il y avait plus de variations entre estuaires que pour le NDVI. Et finalement, ce TEC-UR, il va varier de 0 à 1 en nous donnant des estuaires de mauvaise qualité, des estuaires de très bonne qualité. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le P90, donc en Loire, voilà un exemple de P90, c'est une distribution de fréquences de toutes les images satellitales qu'on avait à notre disposition. Alors, en fait, quand je dis toutes, c'est les données 2018, 2019 et 2020 de Sentinel-2. Et là, vous voyez qu'on a pris la valeur qui correspond à 90% de la distribution. Donc, on mesure ce P90 ici, c'est pour le pourcentage de recouvrement 35,41, pour le NDVI 0,18, dont on a une valeur numérique, et ça permet d'éviter l'influence des valeurs extrêmes, comme ce qui se fait pour le phytoplancton. Et finalement, on peut aboutir à une cartographie nationale avec cette EQR où on aperçoit les estuaires qui sont classés en fonction de cette gamme de qualité d'eau. Alors encore une fois, basée sur le microphytomatose, qui renseigne sur la présence de nutriments et voilà, qui donne un code couleur. Donc on est en train de le développer, c'est très sensible aux valeurs de référence, mais on voit qu'effectivement, si vous regardez l'encadré ici, il y a tous les petits estuaires bretons qui se retrouvent entre une qualité moyenne et très mauvaise, alors que d'autres estuaires, sur la base de ce que sa bio indique, ont une qualité qui est très bonne. Alors pour conclure, donc on a vu que les diatomées, c'est la classe qui domine les peuplements du microphytomatose. Vous pouvez avoir des fois quelques eugènes, cyanobactéries, mais c'est très très marginal, hein, notamment ce qu'on a fait en Loire. Parmi les diatomées, on a une diversité qui est très élevée, hein, 351 taxons. Et alors je ne voulais pas présenter là, mais on essaie d'explorer par une analyse de niche la possibilité de développer un bioindicateur qui est basé sur cette diversité des peuplements. Et ça serait très complémentaire avec ce qu'on fait au niveau de la télédétection, qui donne une vision beaucoup plus globale. Alors la contrainte qu'on a, c'est qu'on a très peu de données disponibles par rapport aux eaux douces. Vous avez à la fois la diversité et les variables environnementales. Sur la base de données, on est en train de travailler dessus et on est en contact avec l'Institut des Flandres qui gère la base de données, le site Worms, qui enregistre toute la diversité des organismes. Ils seraient intéressés pour incorporer cette base de données dans leur site. Et puis, voilà, on est en train de proposer un bioindicateur sur la présence qui indiquerait la présence de nutriments azotés à partir de la télédétection. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est essayer de comparer un peu nos résultats préliminaires avec les autres éléments de qualité biologique, notamment avec les poissons. Il y a le président qui est là du groupement scientifique Loire-Estuaire. Donc, avoir un petit peu ce retour, pouvoir comparer. Et dernière diapositive, tout le travail que je vous ai présenté, il correspond à un jeu de données de Sentinel-2 sur les 3 années 2018-2020, avec des cartes de distribution spatiale de la biomasse. On a aussi une idée sur la saisonnalité. Là, vous avez un petit graphe qui vous indique que les développements principaux des microphytomatoses se trouvent à la fin de l'hiver, au début du printemps. Évidemment, toutes ces données, elles peuvent être utilisées dans une perspective d'interprétation du fonctionnement de réseaux trophiques. Je pense à la présentation qui va suivre ensuite sur les nourriceries de sol. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi, je suis Romain Lécuyer, doctorant en écologie sur l'estuaire de la Loire. Et je vais vous présenter les travaux que je réalise actuellement en fait, dans le cadre du projet Biotroll, porté par AgroCampus Ouest, l'Ifremer et Biolittoral, le bureau d'études Biolittoral. Mon objectif aujourd'hui est de vous présenter les premiers résultats obtenus concernant les communautés de poissons. Et donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte, un petit peu pour vous remettre en contexte le projet Biotroll et les analyses qu'on conduit. L'estuaire de la Loire possède différentes fonctionnalités écologiques, comme on a pu l'observer via votre présentation, Lise Le Bayeux. Donc, vis-à-vis des communautés de poissons, on retrouve notamment les fonctionnalités de reproduction, donc un lieu de reproduction, notamment pour les perlans, par exemple, mais également une voie migratoire pour les anguilles lamproies, aloses et salmonidés. Et la fonctionnalité qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fonctionnalité de nourricerie. Et les zones de nourricerie incluses dans l'estuaire de la Loire sont généralement associées aux vasières intertidales, telles que représentées sur la carte de modélisation des habitats fonctionnels du gîte estuaire à ce niveau-là, donc dans les teintes bleu clair. Voilà. Donc, différentes espèces vont profiter de ces vasières très productives dans leur alimentation, comme le gobibiote, par exemple, qui est un résident estuarien, mais aussi certaines espèces dont les stades juvéniles vont dépendre de ces surfaces pour leur croissance. C'est le cas du bar ou de la sole, qui sont donc des espèces nourriceries dépendantes. Je vais vous détailler un petit peu le cycle de vie de la sole pour que vous compreniez un petit peu mieux l'utilité que ces espèces ont des nourriceries de la Loire. Donc, la sole est une espèce marine dont les stades adultes vont vivre donc au niveau du plateau continental, et les zones de frayère de ces espèces
de cette espèce se retrouvent également au niveau du plateau continental jusqu'à 60 mètres de profondeur. La dérive stochastique des œufs et des larves provoque l'arrivée des juvéniles dans l'estuaire de la Loire, donc au niveau du petit encart que vous pouvez voir en haut à droite. Et les juvéniles vont alors se répartir sur les zones de nourricerie de la Loire, différemment selon leur stade de croissance, et donc surtout au niveau des vasières intertidales lorsque la marée est haute et non loin lorsqu'elle est basse. Après quelques années, la jeune sole migrera de nouveau vers le large pour y rejoindre les stocks adultes. C'est à ce moment-là que, en fait, c'est cette phase que l'on appelle le recrutement du stock, qui est donc nécessaire pour la pérennité du stock de sol. Donc, une étude de nourricerie devra donc considérer l'ensemble de l'encart spatial que je vous représente ici pour bien considérer tous les stades des juvéniles de sol et également des juvéniles de toute autre espèce qui est nourricerie dépendante. Donc, les espèces nourricerie dépendantes en estuaire de Loire représentent environ 35% des espèces rencontrées lors des campagnes scientifiques depuis les années 1980, ce qui atteste un petit peu de l'importance de préserver les fonctionnalités de nourricerie de l'estuaire de la Loire et donc de les étudier, notamment en prêtant attention aux différentes pressions en jeu dans l'estuaire sur cette emprise spatiale, que je vous présente ici très rapidement. Donc, on peut distinguer plusieurs types de pressions, notamment les pressions globales, que sont par exemple le réchauffement climatique qui est en jeu, mais aussi et surtout des pressions locales directement sur les populations, notamment par le prélèvement de la pêche, sur la qualité de l'eau via l'agriculture ou les eaux d'épuration, mais également sur la surface des habitats avec l'aménagement que peut faire l'homme de l'estuaire, mais également les activités de dragage du chenal de navigation. À ce titre, les surfaces marnantes, donc comme on l'a vu avec une des présentations précédentes, ont réduit d'environ 2/3 de leur surface en 2 siècles, avec, en tombant presque un peu au-dessus de 2000 hectares, comparé à environ 5500 hectares en 1820. Donc, c'est quand même une réduction assez flagrante de ces espaces. Et c'est dans ce contexte que se positionne le projet Biotrol, qui se propose donc d'analyser la biodiversité des communautés benthiques et démersales de l'estuaire de la Loire, d'en quantifier la capacité d'accueil trophique, tout en replaçant la Loire dans un contexte plus large, en comparant notamment avec d'autres grands estuaires de France, comme la Gironde ou la Seine, dont nous allons aborder quelques points un petit peu plus tard. Et l'objectif à terme étant de proposer des recommandations de gestion dans le sens de la préservation des fonctionnalités de nourricerie de l'estuaire de la Loire. Donc pour cela, 5 compartiments sont étudiés, 3 que je considère ici comme étant relativement classiques sur la série historique que l'on peut observer en Loire, que sont l'ichthyofaune, pour la partie des poissons, donc le mégabenthos et le macrobenthos, et 2 compartiments relativement plus innovants, que sont le suprabenthos et le mégabenthos, assez peu étudiés et que nous allons considérer ici dans cette étude. L'emprise spatiale du projet Biotrol considère donc une sectorialisation historique en Loire, initiée par les travaux du comité scientifique pour l'environnement de l'estuaire de Loire, et ajustée aux conditions actuelles, notamment via les gradients de salinité que l'on peut observer, donc différents secteurs halins dans l'estuaire de Loire. Le secteur d'étude correspond et fait écho d'ailleurs à la présentation que je vous ai fait du cycle de vie de la sole, donc correspond aux parties intermédiaires, aval et externes de l'estuaire de la Loire, zones dans lesquelles se concentrent les vasières responsables de la fonctionnalité de nourricerie, dans lesquelles les poissons nourricerie dépendants vont donc avoir tendance à s'accumuler, les juvéniles en tout cas. Le secteur amont ne sera pas considéré dans cette étude, puisque également, comme nous l'avons vu, les vasières qui s'y trouvent, les vasières intertidales qui s'y trouvent sont de surface relativement réduite, et les densités faunistiques sont relativement réduites avec. Donc, pour réaliser les objectifs fixés, le projet Biotrol s'étale sur 4 années. La première année a débuté avec la réalisation de 2 campagnes d'échantillonnage, dont le traitement est en cours, ainsi qu'avec la réalisation d'une base de données historique harmonisée dans son état actuel. L'ensemble de ces données me permettent de vous présenter les premiers résultats aujourd'hui et permettra de réaliser l'ensemble des analyses de biodiversité et de capacité d'accueil trophique que l'on prévoit de réaliser, pour terminer par la transcription de des résultats obtenus sous forme de mesures de gestion, dans un volet plus recommandation dans la dernière année du projet. À ce niveau-là, et donc tout au long du projet, différents stagiaires M2 auront l'opportunité d'intervenir, notamment pour lancer la partie sur l'analyse trophique de l'estuaire, donc bientôt en février 2022, mais également sur la partie recommandation qui sera également débutée par un stage M2 dans la dernière année en février 2024. Le recrutement d'une thèse de doctorat a également été effectué, et c'est moi qui ai pris ce poste et qui donc m'occupe en quelque sorte avec l'ensemble des porteurs du projet d'assurer la cohérence des analyses conduites dans le projet. Donc, parmi les travaux achevés jusqu'à présent se trouve la constitution d'une base de données harmonisée, donc, qui accumule des données historiques de 1975 à 2020. Celle-ci a été conçue en 2 temps. Dans un premier temps, le recensement des campagnes scientifiques et l'identification des données associées.
qui pouvaient être sous forme déjà numérisée de tableurs, par exemple sur Excel, ou directement dans les rapports produits par les différents organismes ayant réalisé les campagnes, mais aussi sous forme de papier, de fiches passerelles qu'il a fallu saisir manuellement directement sous forme de tableau numérisé. Dans un second temps, l'harmonisation de l'ensemble de ces données et leur accumulation dans une base de données complète a permis donc de scinder les données en différentes catégories, notamment via deux sous-bases. Une première considérant les poissons et la seconde considérant le macrobenthos, chacun scindé selon le secteur de l'estuaire et les tâches tidales correspondantes. En quelques chiffres, la base de données, dans son état actuel, recense 44 campagnes échantillonnant le macrobenthos et 127 campagnes pour l'ichthyofaune, pour environ 3000 prélèvements chacun, au total, sur l'ensemble de la série temporelle. Les nombres de taxons identifiés sont d'environ 700 pour le macrobenthos et plus d'une centaine pour l'ichthyofaune. Et le contenu de ces bases de données sont des données d'abondance, de biomasse, de biométrie, donc de mesures individuelles, comme dans le cas des poissons, avec un ensemble de données environnementales telles que la sédimentologie du milieu ou les données de température, salinité, oxygène de l'environnement. En termes d'homogénéité de toutes ces campagnes, pour la partie macrobenthos, elle est tout d'abord constituée d'échantillonnages réalisés à la drague, puis ensuite, à partir des années 2000, homogène avec l'utilisation de bennes standardisées. Et pour la série historique concernant les échantillonnages d'ichthyofaune, elles sont standardisées depuis le début de la série, avec l'utilisation d'un chalut à perche de 3 mètres. La dernière ligne du tableur vous présente donc la continuité, ou plutôt la discontinuité, des données à disposition sur les deux séries temporelles. On remarque donc qu'il y a des gaps assez importants dans la série, avec quand même une série relativement continue sur les dernières années, sur les années les plus récentes. À cette série historique s'ajoutent 2 campagnes donc, effectuées dans le cadre du projet Biotroll en 2021. Une première en mars, une seconde en septembre, pour tenir compte de la variabilité saisonnière. Et un échantillonnage approfondi a donc été réalisé avec notamment l'utilisation d'un traîneau suprabenthique, représenté ici, pour échantillonner donc le suprabenthos, qui a été conçu pour ces campagnes, et de relever de méiofaune, en plus des échantillonnages classiques de macrobenthos au sein de la benne, et des données, des relevés de chalutage de l'ichthyofaune et du mégabenthos. Le milieu a également été échantillonné avec des prélèvements de sédiments et d'eau, donc d'eau à l'aide de bouteilles Niskin, permettant de relever la matière en suspension et la matière organique particulière se trouvant dans les eaux, et également la matière organique sédimentaire prélevée directement au niveau de la crème de vase qui se trouve en surface des échantillons de benne. Voilà. Une première approche d'exploitation d'une telle série historique, celle qu'on a pu accumuler jusqu'à présent, est d'analyser la variabilité des communautés de poissons. Et à ce titre, il est intéressant de se demander si les communautés ont changé entre le début et la fin de la série, donc en se basant sur 2 années qui sont caractéristiques du début ou de la fin. Mais également si la variabilité mensuelle, donc au sein d'une année, entre les différents mois d'une année, ne serait pas plus importante que celle qui peut exister entre 2 années, notamment du fait d'un environnement très variable à court terme. Et finalement, nous aborderons la façon dont les communautés se structurent spatialement, ainsi que les drivers environnementaux qui expliquent un petit peu en quelque sorte la spécialisation des espèces. Donc, je vais vous présenter ici les premières analyses conduites, afin d'apporter quelques éléments de réponse à ces vastes problématiques. Donc, intéressons-nous d'abord à la variabilité qu'il existe entre début de série et fin de série, avec notamment le cas des années 1981 et 2018. En premier lieu, les densités de poissons échantillonnées sur ces 2 années est assez homogène d'une année à l'autre, avec des taux relativement comparables d'une année à l'autre. En ce qui concerne un marqueur de diversité, cette fois-ci, donc la richesse spécifique, donc de diversité alpha, il n'y a pas non plus également de fort contraste, à l'exception d'une zone à l'interface entre estuaire interne et océan, donc au niveau du kilomètre 30 par rapport à la distance accordée, qui est le point le plus amont de notre secteur d'étude. Nous reviendrons plus tard sur une interprétation de cette observation. Si maintenant on prête attention à la distribution faunistique, une moyenne des 10 espèces les plus abondantes sur l'année 2018, réduite au mois de juillet et octobre pour minimiser la variabilité mensuelle, justement, on peut très bien visualiser la sectorialisation de l'estuaire, selon notre définition, notamment avec la présence de solid flay en grande abondance dans les parties intermédiaires de l'estuaire. S'ensuit dans la partie aval l'apparition, en complément du flay et de la sole, on observe également des pomatoschistus ou encore du bar, ici représenté en bleu. Et pour la partie externe de l'estuaire, on retrouve des tacos et des calionymes lyres en tant que faune majoritaire.
Il est également possible en 1981, donc sur la même cartographie, de retrouver cette sectorialisation dans une moindre mesure, avec notamment la distribution de l'éperlan qui se retrouve davantage dans la partie aval que dans la partie externe de l'estuaire. On peut également remarquer que le flay et la sole se retrouvent également dans la partie externe, ce qui n'était pas le cas en 1981. Une façon de mieux visualiser ces signatures faunistiques est la représentation en barres empilées. Une barre représentant un graphique en secteur des cartes que je vous ai présentées précédemment, selon le gradient ouest-est, donc allant de la partie la plus amont de notre secteur d'étude jusqu'à la partie la plus aval. Donc la sectorialisation apparaît encore une fois décrite comme précédemment, comme ce que je viens de vous décrire, en 2018 et en 1981. Donc on peut retrouver les signatures faunistiques que je viens de vous décrire. Toutefois, une région se détache du secteur externe en 2018, à ce niveau-là. Il s'agit de cette même région qui avait perdu en richesse spécifique entre 1981 et 2018. Et la question se pose donc de fragmenter le secteur externe en deux secteurs distincts. Et en conclusion de cette analyse interannuelle, cette représentation dévoile relativement bien la différence qu'il existe entre les communautés de poissons entre le début et la fin de série temporelle étudiée. Et la question suivante nous pousse à nous intéresser à une période en particulier, les années 2010 et 2011. Donc voici le plan d'échantillonnage. Ce plan a été réalisé mensuellement entre octobre 2010 et octobre 2011. Et je vous présente ici les densités moyennes sur l'ensemble de cette série, par station. Sur cette période, il n'y a pas eu de fort changement de densité de poissons, que l'on peut observer à gauche. Une variabilité relativement élevée, mais avec des courbes de tendance moyennes pour la saison. Ici, représentant pour la courbe la plus claire le mois de septembre 2011 et pour la plus foncée le mois de février 2011, donc représentant chaque saison estivale ou hivernale. Ces deux courbes de tendance ne semblent pas réellement diverger l'une de l'autre. Et la conclusion est la même pour la richesse spécifique, qui ne semble pas réellement s'écarter selon la saison que l'on considère dans la boucle mensuelle. Sur les mêmes graphiques que je vous ai présentés précédemment, donc des graphiques des histogrammes empilés, on peut donc observer l'évolution des espèces les plus abondantes, encore une fois les 10 espèces les plus abondantes sur la série. Différentes phases entrecoupées de changements nets sont identifiables, avec notamment la saison hivernale, du début de la boucle mensuelle, caractérisée par la présence de flets, notamment dans les parties internes de l'estuaire, accompagnés de Pomatoschistus, mais également de mulets porcs, et sur la partie externe, une abondance assez prononcée de tacos communs, qui se retrouvent du mois d'octobre jusqu'au mois de février à ce niveau-là. S'ensuit donc une transition assez marquée au mois de mars, qui se poursuit dans les mois du printemps, donc avril, mai et juin, avec une forte concentration de gobies transparents sur les parties externes de l'estuaire, et l'apparition de la sole dans les parties internes de l'estuaire, qui va se retrouver jusqu'à la fin de la série mensuelle. Une deuxième transition est assez frappante au niveau du mois d'août, durant lequel le gobie transparent va avoir tendance à disparaître, à ne plus être représenté dans les parties externes et nulle part d'ailleurs, et laisser place simplement à du callionyme, du Pomatoschistus en vert foncé. Et sur la fin de saison, donc sur les mois de septembre et octobre, on retrouve donc du bar dans les parties internes, accompagné de la sole qui a perduré jusqu'ici. Et l'apparition du taco qui revient bouclé avec la fin du cycle saisonnier. Donc, il semble donc exister une forte variabilité à courte échelle temporelle, comme on peut l'observer ici à l'échelle de 13 mois. Et nous avons pu observer donc que la sectorialisation se retrouvait relativement bien dans les compositions faunistiques, dans les signatures faunistiques observées, ce qui nous pousse donc à nous intéresser à la façon dont la faune va se répartir en fonction de l'environnement, donc spatialement en fonction de l'environnement, avec notamment ici le cas de la salinité, qui est un driver assez important des communautés en estuaire. Je vous ai représenté ici donc, les pourcentages d'occurrence de différentes espèces selon leur guilde écologique. En l'occurrence, les espèces marines vraies, que sont des espèces qui vont passer l'entièreté de leur vie dans les parties plus marines, sur les parties côtières, en fait, et les espèces estuariennes résidentes, qui vont passer l'entièreté de leur vie dans l'estuaire. Donc, on observe donc des seuils de salinité difficilement franchissables pour ces guildes écologiques, à peu près, voilà, vous l'imaginez bien à ce niveau-là, avec notamment les espèces marines vraies qui s'introduisent peu, du fait de la désalure des eaux, et les espèces estuariennes résidentes qui vont avoir tendance à rester dans le ressort saumâtre d'estuaire et à ne pas sortir dans les parties les plus externes. Alors, la salinité évolue avec le temps, comme on a pu également le voir plus tôt, avec notamment le front de salinité qui remonte toujours plus en amont.
c'est le phénomène de marinisation. L'intrusion d'eau de mer est accrue par la présence d'un chenal dragué, donc dragué sur l'ensemble de l'estuaire pour permettre la navigation des différents navires, et des annexes hydrauliques moins capables d'amortir le volume de flot oscillant, ou l'onde de marée finalement. Donc, ce qui permet donc à l'onde de marée de se propager plus en amont, et donc d'augmenter le front de salinité qui est passé par exemple du XXe siècle au niveau de Cordemais, jusqu'en amont de Nantes de nos jours. Sur la même emprise spatiale se trouve le bouchon vaseux, dont nous aurons quelques détails. De taille et d'intensité variable, sa présence est naturelle et nécessaire au bon fonctionnement des vasières, et notamment de la fonction de nourricerie. Il reste toutefois souvent corrélé à des phénomènes d'hypoxie, notamment via des mécanismes de favorisation de la consommation de dioxygène par des bactéries dégradantes, ici au niveau de la matière organique particulière, mais aussi au niveau de l'oxydation de la matière organique sédimentaire qui a pu être remise en suspension depuis la crème de vase, notamment lors de forts courants ou de forts débits. Il est possible de suivre ces événements, notamment à l'aide du réseau de mesure en continu Civelle, du Giplorestuaire, via ce genre de graphique, qui présente donc l'occurrence des hypoxies au fil du temps. Donc on peut remarquer que les périodes d'hypoxie adviennent surtout en été, lorsque les débits sont faibles et les températures élevées, ce qui va avoir tendance à favoriser l'activité bactérienne et la stabilité du bouchon dans l'estuaire. Ces épisodes sont relativement peu intenses aujourd'hui, donc de 2007 jusqu'à 2018, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, sur la série temporelle, relativement plus en amont dans la série temporelle, on va dire, entre 1996 et 2006, on observe donc en comparaison des phénomènes d'hypoxie, voire d'anoxie, pour les cas les plus graves, en violet ici, tout au long des années. Cela peut s'expliquer notamment par la contribution du dragage, par exemple, au bouchon vaseux, qui s'étendait à cette époque-là plus en amont jusqu'à Nantes et qui était réalisé de manière plus fréquente. En termes de perspective analytique, il serait intéressant de confirmer la divergence taxonomique observée entre les années, comme on a pu l'observer un petit peu plus tôt dans ce que je vous ai présenté. Donc, cette façon d'analyser, sous forme de trajectoire annuelle, permettrait simplement de représenter dans un espace de dimension réduite l'état des communautés tel qu'il est à chaque année. En retraçant l'historique année par année des communautés, de l'évolution des communautés, on pourrait suivre ce genre de trajectoire qui, en l'occurrence, montrerait une divergence assez prononcée en termes de taxonomie. Et si tel est le cas, peut-être sera-t-il possible de mettre en évidence une divergence fonctionnelle des communautés de poissons, ce qui nous intéresserait également beaucoup. Finalement, la base de données benthique est une ressource importante également, tant pour l'application d'une approche similaire à celle présentée aujourd'hui, que pour l'analyse conjointe benthos-poissons via leur répartition spatiale, leur aire de distribution, et en lien avec l'environnement. Et il serait également possible, dans un second temps, et d'ailleurs c'est prévu, d'étudier les réseaux trophiques benthodémersaux de l'estuaire de la Loire, en vue de répondre aux différents objectifs du projet Biotroll, et notamment on va essayer de répondre à cet objectif précis d'analyse de la capacité d'accueil trophique, notamment avec l'arrivée d'un stagiaire N2 sur ce sujet que je co-encadrerai sur les thématiques trophiques du projet Biotroll. Je conclurai sur le fait que le projet Biotroll a pour objectif d'analyser et de modéliser le fonctionnement écologique de l'estuaire de la Loire dans son entièreté, ainsi que de comprendre quels facteurs environnementaux ont eu leur importance dans la variabilité des communautés et la réalisation des fonctionnalités de nourricerie, pour prédire son évolution future en tenant compte des pressions locales et globales, afin de proposer des mesures de gestion adaptées, histoire de conserver un petit peu ces fonctionnalités de nourricerie qui sont importantes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également l'équipe du GIP de m'avoir permis de vous présenter mes travaux aujourd'hui et je suis à votre écoute à partir de maintenant. Le territoire d'études du GIP Loire-Estuaire se situe, comme Lise l'a précisé, de la Maine à la mer, donc des Poncé à côté d'Angers jusqu'à Saint-Nazaire, ce qui représente environ 147 km. Et ce territoire est soumis à différentes influences. Donc l'influence de la marée, où on va pouvoir définir un estuaire dynamique jusqu'à Ancenis, environ 100 km de Saint-Nazaire. La présence d'eau salée, donc on parle d'eau salée pour des salinités supérieures à 0,5 g par litre, aux alentours de Nantes, environ 60 km de Saint-Nazaire. Et dans ce territoire, on a un bouchon vaseux qui va osciller entre Saint-Nazaire et Houdon. Donc cette présentation va se diviser en 3 parties. Donc la présentation du bouchon vaseux avec des définitions et quelques rappels, la présentation du réseau Civelle qui permet d'avoir des mesures, et enfin l'évolution du bouchon vaseux. Donc
Le bouchon vaseux, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène naturel des estuaires macrotidaux. Donc, pour rappel, les estuaires macrotidaux, c'est des estuaires soumis à un fort marnage. Et ce bouchon vaseux va permettre l'existence et le maintien de vasières intertidales qui représentent un habitat favorable à la faune benthique, source de nourriture pour les poissons et pour les oiseaux. Néanmoins, en très grande quantité, le bouchon vaseux peut entraîner des contraintes sur des écosystèmes telles que la désoxygénation des eaux lors de la dégradation des matières en suspension, mais aussi des contraintes sur les usages tels que des envasements de pores, des problèmes de traitement de l'eau ou des... Ça a beaucoup de mal à passer par contre. Ah. Un petit delta de temps de passage. Ben, je ne sais Tu pas. récupères pas la main là? Non. Ça y est. Si. Oh là là. Ouais. Alors, le bouchon vaseux est constitué par l'apport de matières en suspension à l'amont lors des crues, donc qui sont des sédiments fins, argileux, mêlés avec de la matière organique, mais aussi des apports de l'aval lors des marées. À la rencontre des eaux douces et des eaux salées, et lorsque les courants de marée sont montantes, ils vont avoir tendance à piéger les particules dans l'estuaire, créant des zones de forte turbidité. Ainsi, ça a l'air de fonctionner super, merci. Dans l'estuaire de la Loire, le bouchon vaseux est centré sur une zone allant de Paimboeuf au Pèlerin. Donc, d'un point de vue mécanique, alors, au fond de la Loire, sur le lit, on a la crème de vase avec des concentrations entre 50 et 500 grammes par litre. Et sous l'effet des courants de marée, cette crème de vase va être remise en suspension vers la surface, créant ainsi le bouchon vaseux avec des concentrations comprises entre 0,5 et 30 grammes par litre. Lorsque les courants de marée vont diminuer, les particules en suspension vont redécanter et reformer la crème de vase au fond du lit. Dans l'estuaire de la Loire, donc c'est une image qu'on a déjà vue dans les précédentes présentations, le bouchon vaseux va se situer entre Saint-Nazaire et Nantes et sa position va varier en fonction des conditions hydrologiques de l'estuaire. Donc, on a un premier impact, c'est l'impact du débit. Donc, plus le débit est faible, donc en étiage, plus le bouchon vaseux va remonter vers l'amont du secteur et vers Nantes. Et au contraire, en période de crue, le bouchon vaseux va se situer vers l'aval de l'estuaire et pour des crues à 4000 m3/s, une partie de ce bouchon vaseux peut être expulsée de l'estuaire interne. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène des coefficients de marée. Donc, plus les coefficients vont augmenter, plus on va se rapprocher des vives eaux, plus le bouchon vaseux va s'étendre à la fois vers l'aval, mais aussi vers l'amont de l'estuaire. Donc, une rapide diapo sur l'évolution historique du bouchon vaseux dans l'estuaire de la Loire. Donc, depuis le 19e siècle, l'estuaire de la Loire a été fortement modifiée par les travaux. Et au 20e siècle, l'objectif des travaux, c'était de faire entrer plus de mer dans l'estuaire. Donc ainsi, en 1953, on avait un limitamment du bouchon vaseux à l'aval de Nantes. Donc ici, on a Nantes. Cet limitamment s'est déplacé à l'amont de Nantes en 1976 et elle a pu atteindre l'aval de Houdon en 1991. Ainsi, en 38 ans, l'amont du bouchon vaseux s'est déplacé de 28 km vers l'amont. Donc à présent, on va passer au réseau Civelle, qui permet d'obtenir des mesures de matière en suspension. Donc, en 2007, le GIP Loire-Estuaire a mis en place un réseau de mesures en continu à haute fréquence pour suivre plusieurs paramètres. Donc, la limite du front de salinité à 0,5 g par litre, les zones de forte turbidité, donc le bouchon vaseux, et enfin les zones de déficit en oxygène. Le suivi de ces paramètres est en lien avec les usages et la qualité du milieu. Le deuxième objectif, c'était de comprendre les mécanismes, que ce soit la stratification ou la formation du bouchon vaseux, par exemple. Et enfin, le réseau de mesures en continu permet d'apporter des données pour caler les modèles numériques. Donc, à l'origine, le réseau de mesures en continu Civelle était composé de 5 stations, donc Paimboeuf, Cordemais, qui appartient à la centrale d'EDF, Le Pèlerin, Trente-Mous et Bellevue. Suite à ça, on a rajouté la station de Donges en 2011
Et on a pu récupérer les données de Mauves-sur-Loire. Donc, Mauves-sur-Loire appartient à Nantes Métropole et c'est le prélèvement d'eau potable. Enfin, en 2020, on a ajouté les stations de Houdon et de Saint-Julier-de-Concelles à l'amont de Nantes. Et en 2022, on devrait ajouter la station de Saint-Nazaire pour les données aval. Donc, concernant les objectifs de chaque station, donc pour les stations amont, c'est d'avoir des données sur les apports amont. Les stations de Bellevue et de Saint-Julien-de-Concelles, on cherche à avoir des données sur les limites amont du front de salinité et des zones maximales de turbidité. Les stations intermédiaires de Paimboeuf, Le Pèlerin, Transmou, on cherche à avoir des données sur les zones d'hypoxie en lien avec le bouchon vaseux et la distribution de la salinité. Et enfin, la station de Donge et ensuite Saint-Nazaire, ce sera pour avoir des données sur les apports aval et sur les fluides sédimentaires. Concernant les paramètres mesurés, donc sur l'ensemble des stations, on a 4 paramètres mesurés. La conductivité pour avoir la salinité, la turbidité pour avoir les matières en suspension, l'oxygène dissous et la température. Sur la station de Houdon, on a en plus la chlorophylle A et sur la station de Saint-Nazaire, on aura le pH. L'ensemble des mesures s'effectue en subsurface, donc à 1 mètre sous la surface de l'eau, et à Donge, on a un deuxième point à moins 4 mètres qui permet d'étudier la stratification verticale. Et enfin, en termes d'acquisition de fréquence d'acquisition, on est sur 10 à 15 minutes de fréquence. Et ça ne remarche plus. Ah si, c'est ça. Donc à l'origine, en 2007, le réseau de mesure était équipé avec des stations Marel. Donc c'est ce qu'on voit ici, là en photo, où le principe, c'était de prélever l'eau par un système de pompage pour ensuite la faire passer dans une chambre de mesure où se situaient les capteurs. Et depuis 2020, ces stations Marel qui n'étaient plus commercialisées ont été remplacées par des sondes multiparamètres, donc la photo de gauche, qui est plongée directement dans le milieu. Donc, c'est des sondes autonomes en énergie. Enfin, les mesures du réseau Civelle sont accessibles en quasi-temps réel mais non validées sur la Google Maps du Giploire-Estuaire et elles sont également en accès sur simple demande par mail au Giploire-Estuaire. Et enfin, avant de passer à l'évolution du bouchon vaseux, donc un rappel sur la mesure de turbidité. Donc, comme je l'ai dit, les capteurs mesurent une turbidité en LTU qu'il va falloir transformer en concentration en matière en suspension. Donc, pour cela, on utilise des relations turbidité MES qui vont dépendre de la station, de la nature des matières en suspension et aussi de la sonde utilisée. Aujourd'hui, on n'a pas de relation pour les 3 stations amont de Bellevue, Saint-Julien et Houdon. Et donc, on a approximé les concentrations de matière en suspension à partir de la relation de 30 mou. Je vais passer à présent à la partie sur l'évolution du bouchon vaseux. Donc, on a des données depuis 2007 et on a cherché à avoir le pourcentage de temps par gamme de concentration. Donc, pour faire simple, en bleu, on a absence de bouchon vaseux et plus le marron est foncé, plus le bouchon vaseux est concentré. Donc, le premier constat, c'est que le bouchon vaseux est donc principalement centré sur Paimboeuf, Le Pèlerin, où on observe les concentrations les plus importantes. Néanmoins, pour voir une évolution du bouchon vaseux, on va s'intéresser uniquement aux concentrations supérieures à 0,5 g par litre, qui sont représentées ici en jaune. Donc, depuis 2007, on a une succession d'années humides avec un débit supérieur à 800 m3/s, représenté en bleu, en bas à droite, et d'années sèches, représentées en orange. Donc, si on s'intéresse aux années sèches, donc de 2011, 2015, 2017 et 2019, on voit que les pourcentages de présence de bouchons vaseux sont beaucoup plus importants sur les stations amont du Pèlerin, de Trentemoux et de Bellevue, alors que sur les stations aval de Donge et Paimboeuf, l'impact des débits annuels est relativement moindre. Au contraire, lors des années humides, donc de 2008, 2013 et 2014, la présence de bouchons vaseux est bien moins importante sur les 3 stations les plus à l'amont.
Donc à présent, un retour sur 2 années particulières, donc l'étiage de 2019, qui a été particulier dans l'estuaire de la Loire, avec des débits inférieurs à 130 mètres cubes secondes pendant 3 mois et inférieurs à 100 mètres cubes secondes pendant 6 jours. C'était des débits qu'on n'avait pas vus depuis 1991. Nantes Métropole nous a alertés sur la présence du panache du bouchon vaseux à Mauves-sur-Loire au cours de l'été 2019. Donc ici, j'ai représenté les concentrations en matière en suspension pour les 3 stations amont qui sont donc les plus impactées par la présence du bouchon, par l'influence du débit. Donc le Pèlerin en marron clair, Trentemaux en gris et Bellevue en marron foncé. Je rajoute la courbe des coefficients de marée, donc avec l'alternance des coefficients de vives eaux et de mortes eaux. Donc si on s'intéresse uniquement aux variations des coefficients, on remarque qu'en vives eaux, le bouchon vaseux va être plus concentré avec une augmentation des matières en suspension. Et au contraire, lors des marées de mortes eaux, le bouchon vaseux va avoir tendance à diminuer. Le deuxième phénomène, c'est l'impact du débit, où dès que le débit commence à diminuer, les concentrations en matière en suspension vont augmenter. Et à partir du moment où le débit va réaugmenter, les concentrations en matière en suspension vont diminuer. Donc, afin de comparer l'étiage de 2019 avec les autres mesures de 2007 à 2020, on a tracé les courbes enveloppes. Donc, pour tracer les courbes enveloppes, on a pris les minima et les maxima journaliers sur la période 2007-2020, donc représentée par la courbe orange, et on a rajouté la courbe de 2019 en noir. Donc, on voit que sur les deux stations amont de Trentemaux et Bellevue, on atteint les maxima en 2019 de la courbe enveloppe. Ce qui n'est pas le cas sur les stations de Donge et de Baimboeuf, où les maxima n'ont pas été atteints. Donc, si on s'intéresse aux valeurs chiffrées, donc 2019, en moyenne journalière à Trentemaux, on a atteint 2 grammes par litre, avec un maximum instantané à 5 grammes par litre. Et sur Bellevue, on a atteint 0,57 grammes par litre en moyenne journalière, avec un maximum instantané à 1 gramme par litre. En comparant 2009, donc on était à 2,4 grammes par litre en moyenne journalière sur Trentemaux et 5 grammes par litre quasiment en maximum instantané. Sur Bellevue, on a atteint 0,7 grammes par litre en moyenne journalière et quasiment 2 grammes par litre en moyenne instantanée. Ainsi, en 2019, on a atteint des valeurs fortes de concentration en matière en suspension, mais ce n'étaient pas les records qu'on a pu observer en 2009, 2015 ou 2011. Enfin, le deuxième événement marquant, c'est la crue de 2021 en février, crue à 4200 mètres cubes secondes. C'est un débit qu'on n'avait pas observé depuis 2004 sur l'estuaire de la Loire. Donc ici, on a en bleu la courbe du débit et en marron et orange, enfin, ou jaune, les courbes de concentration en matière en suspension sur l'amont du secteur. Donc, on voit que pendant le pic de débit, là, la crue à 4200 mètres cubes secondes, on a une forte augmentation des concentrations en matière en suspension sur l'amont, ce qui représente les apports de crue. Au contraire, à l'aval du secteur, donc sur Baimboeuf, on a une forte diminution des concentrations en matière en suspension lors de l'épisode de crue, avec une réapparition des matières en suspension après le passage de la crue. Ainsi, on peut supposer qu'une partie du bouchon vaseux a été expulsée lors de la crue. Donc, pour conclure, le suivi haute fréquence du réseau Civelle permet de suivre les événements fugaces ou moins fugaces, tels que les crues ou les étiages sévères. Le bouchon vaseux peut être impacté par les conditions hydrologiques, typiquement un étiage sévère ou une crue importante. Néanmoins, il reste des questions. Quel est l'impact de la crue, par exemple, sur la reconstitution du bouchon vaseux? Donc, on a quelques éléments de réponse en termes de concentration, mais on n'a pas encore d'éléments tout à fait sûrs sur le volume de matière en suspension présent ou évacué dans l'estuaire. Et il reste des questions sur la répartition, par exemple, des matières en suspension dans la colonne d'eau. Alors, on a quelques éléments de réponse liés à des campagnes de profil dans l'estuaire de la Loire. Donc, depuis 2002, on a réalisé des profils longitudinaux sur l'ensemble de la colonne d'eau, de Saint-Nazaire jusqu'à Mauves-sur-Loire, afin d'avoir des
des données sur la verticale. D'autres questions sur l'impact d'une crue à 4000 m3 avec la durée de reconstitution du bouchon vaseux. Et enfin, quel est l'impact de ces événements sur la nature des matières en suspension et sur le calage des relations turbidité-MES. Je vais à présent passer la parole à Sabine. OK. Bonjour à tous. Donc, je vais continuer sur le bouchon vaseux à la suite de Hélène. Et donc, on s'était à peu près calé, donc on va éviter d'avoir trop de répétitions. Donc, l'exposé va consister en deux parties principales. D'une part, la présentation du réseau Magest. Donc, ça va être assez similaire à ce qu'a présenté Hélène, hein, les motivations du réseau, son périmètre et puis un point technique sur la turbidité. Et ensuite, donc, la dynamique estuarienne va être abordée selon différents aspects, notamment donc, les tendances saisonnières à pluridécennales, montrer aussi quelle information on peut extraire de suivi à haute fréquence et de longue durée de turbidité. Et puis, donc, il y a certains points pour lesquels il y aura la comparaison des données de Loire-Gironde. Et donc, un certain nombre de ces résultats sont extraits d'une thèse qui s'est déroulée donc, au laboratoire à Bordeaux, soutenue en 2016 et dont le but était donc justement de traiter et d'exploiter au mieux les chroniques de turbidité. Donc, l'étudiant s'appelait Isabelle Jalón Rojas, et donc j'ai souvent mis les références s'il y a des collègues qui sont curieux, enfin, ou parmi les personnes qui écoutent, il y a moyen de se référer à ces travaux. Donc, le réseau Magest, hein, comme pour Civelle, a été conçu pour répondre à un besoin de meilleure connaissance de l'estuaire de la Gironde, notamment pour sa partie fluviale. Dans les années 70, il y avait eu des travaux, notamment à l'Université de Bordeaux, sur sa partie plus aval, vers l'embouchure et vers Pauillac, pour ceux qui connaissent. Et donc, de façon assez surprenante, sa section fluviale était plutôt peu étudiée. Donc, le réseau, à l'instar de Civelle, surveille en continu la qualité physico-chimique des eaux esturiennes de surface par la mesure, donc idem, hein, de la température, de la salinité, de la charge en matière en suspension et de l'oxygène dissous. Et la fluorescence et le pH sont mesurés à certains sites. Donc, une des finalités est aussi de suivre et d'évaluer l'impact régional du changement climatique sur la température des eaux, par exemple, ou l'intrusion saline. Et c'est aussi un outil d'aide à la définition et au contrôle des politiques de gestion. Par exemple, dans le sage estuaire de la Gironde, il y a une disposition oxygène d'objectifs de concentration à atteindre. Donc, ce réseau est géré par un consortium qui réunit des laboratoires de recherche, donc mon laboratoire EPOC, qui est situé à l'Université de Bordeaux, qui gère le réseau, hein, point de vue technique. l'INRAE est aussi partenaire, donc Mario Lepage qui est présent est aussi partenaire du réseau, et donc par ailleurs des gestionnaires locaux, comme il y a l'Agence de l'eau, les EPTB de la Gironde, de la Dordogne, de la Garonne. Maintenant, il y a aussi la Charente et la Seudre, et quelques, entre guillemets, industriels avec EDF, hein, puisqu'il y a la centrale nucléaire du Blayais située sur l'estuaire, et Bordeaux Métropole. Donc, tout ce consortium s'est réuni depuis maintenant 17 ans pour mettre en œuvre ce réseau. Donc, le réseau a aussi évolué, hein. On a démarré les premiers en 2004. Donc, initialement, comme l'a montré Hélène, avec les armoires de mesure Marel, donc d'où le nom de Magest, hein, c'était Marel Gironde estuaire. Donc les armoires Marel avaient été développées par l'Ifremer initialement, et donc compte tenu des contraintes d'installation de ces systèmes qui impliquaient notamment d'être sur des pontons flottants et d'avoir une alimentation électrique, les implantations avaient été assez limitées, et surtout dans la partie amont. Donc, la station la plus aval était à Pauillac, et ensuite il y avait Bordeaux et Portet sur la Garonne et Libourne. Donc, ces systèmes étant devenus obsolètes, on a évolué assez rapidement, enfin, dès que possible, sur des sondes multiparamètres. Donc, dans un premier temps, les sondes Sambat de NKE, qui donc mesuraient les mêmes systèmes avec l'intérêt d'être autonomes et donc d'être aussi plus facile à mettre en œuvre.
Et plus récemment, donc, il y a des nouvelles sondes qui ont été développées, bon, avec d'autres caractéristiques, notamment la possibilité de mettre le capteur de pH. Donc, ces nouvelles sondes ont permis vraiment de changer l'envergure du réseau, puisque maintenant, il y a des mesures depuis l'embouchure, là, au Verdon, jusqu'à l'amont. Donc, on est loin quand même de l'intrusion, enfin, de la limite de la marée dynamique sur la Garonne. Néanmoins, Cadillac est quand même déjà à 130-140 km de l'embouchure. Et puis, donc, sur Libourne, on a aussi l'Isle, qui est un petit tributaire de la Dordogne. Et depuis 1 an maintenant, il y a aussi une instrumentation qui a été installée dans l'estuaire de la Seudre et dans celui de la Charente. Donc pour la Charente, c'est juste un bref aperçu des types de résultats. Bon, on a déjà vu des exemples avec Hélène. Là, en haut, vous avez donc le débit de la Charente en moyenne journalière. Et en bas, donc, l'évolution lors de 2020, à partir de l'installation de la sonde en avril 2020 à Tonnet-Charente, de la turbidité, enfin de la charge en matière en suspension dans le cas de cette figure à Tonnet-Charente. Et c'est juste pour montrer, donc on a les mêmes schémas que sur la Loire, hein, avec une arrivée du bouchon vaseux dans l'amont de l'estuaire de la Charente lorsque les débits sont bas, avec des concentrations qui peuvent être très importantes, puisque là, ce sont les moyennes journalières. Hein, donc, une moyenne journalière à 2-3 grammes par litre, ça veut dire qu'au moment les valeurs instantanées peuvent dépasser 6 grammes par litre. Et puis, donc, là, on voit, quand la sonde a été installée, le bouchon vaseux était quasi là déjà. Et on voit par contre les périodes d'expulsion dès qu'il y a une légère augmentation du débit, avec une expulsion finale à la fin de l'année. Donc, juste un point comme Hélène, on ne s'était pas concerté, mais je tiens à souligner quand même que c'est très difficile de mesurer la charge en matière en suspension. En fait, la méthode la plus robuste, c'est quand même de prendre de l'eau, de la filtrer et de peser et de rapporter ça à un volume. Donc, on n'imagine pas qu'avoir des petits lutins qui prélèvent tous les quarts d'heure de l'eau. C'est pour ça que la plupart des systèmes in situ se sont tournés vers la turbidité, qui est une méthode optique pour évaluer la matière en suspension. Il a noté que sur la Gironde, dans le cadre de Mageste, ou Civelle sur la Loire, on connu une succession de capteurs de gammes de turbidité très différentes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste il y a des petits dessins pour illustrer les capteurs initiaux Endress-Hauser, qui avait une réponse en NTU, une unité de turbidité qui allait jusqu'à 10 000, mais en réalité, il saturait à 5 grammes par litre. Et la génération de son intermédiaire, qui, elle, avait une valeur à NTU bien moindre, mais qui finalement voyait plus loin. Donc, comme l'a précisé Hélène, c'est vraiment important d'établir des relations turbidité-matière en suspension pour chaque type de capteur, pour assurer la comparabilité des mesures à long terme à un site donné, mais par exemple, dans notre cas, entre des estuaires. Donc là, si on vient aux données, cette figure compare donc les mesures obtenues d'une part au Pèlerin sur la Loire et à Bordeaux en Gironde. La finalité, c'est juste d'illustrer les différents signaux qu'on a dans la variabilité de la turbidité. Donc, Hélène a beaucoup défloré le sujet, mais donc, quand on regarde les échelles de temps, à l'échelle de la journée, on a une forte variation du signal. Là, j'ai laissé en turbidité pour comparer bien les deux sites. Hein. Ce sont les mêmes capteurs qui étaient les mêmes stations de mesure, donc c'est assez comparable. Et donc, on voit bien là que le cycle de marée, Hélène l'a abordé, que aux étals de marée, on tend à avoir une décantation des particules, parce qu'on arrive à des courants quasi nuls, et donc les particules peuvent chuter, mais par contre, avec le flot et le jusant et l'augmentation des courants, on a une rapide resuspension. Alors, selon où est positionné le bouchon vaseux, les pics de turbidité peuvent être durant le flot ou durant le jusant. Le deuxième cycle qu'a illustré aussi Hélène, c'est le cycle Morto-Viso, hein, où finalement on voit des jolies fluctuations de la turbidité et donc les valeurs les plus basses en général observées pendant les mortes eaux. Quand on regarde au-delà des mois, il y a des cycles, bon là ça devient un peu timbre-poste, mais des cycles aussi de présence du bouchon vaseux et d'absence en fonction du contexte hydrologique et donc des variabilités interannuelles. Et donc, ce qui est flagrant sur ces figures, hein, sans aller trop dans le détail, c'est qu'on a des patrons très similaires de la dynamique hydrosédimentaire dans ces deux estuaires que sont la Loire et la Gironde.
Là, ici, c'est juste pour résumer donc, la tendance de la turbidité dans l'estuaire de la Gironde en fonction donc, des sites. Hein. Le site le plus, dans l'estuaire central, Pauillac, finalement, est un site qui est quasi tout le temps, qui est tout le temps affecté par la présence du bouchon vaseux. Dont le seuil, la flèche vous indique les concentrations pour lesquelles on considère que le bouchon vaseux est là. Et à Pauillac, en réalité, c'est vraiment lors des grosses périodes de crue qu'on voit une disparition de ce bouchon vaseux. Par contre, il n'atteint jamais des concentrations très importantes. C'est très différent de ce que l'on peut observer dans les sections fluviales de l'estuaire que sont donc la Dordogne et la Garonne tidale. Donc, on voit sur le secteur de Bordeaux et aussi de Libourne que finalement, on a des systèmes assez, je ne sais pas si c'est bipolaire, mais soit finalement, on a beaucoup de débit et on a des turbidités assez faibles, on est quasi en système de fleuve. Et par contre, dès que les débits diminuent, eh bien, on voit que le bouchon vaseux s'installe et peut être présent à des concentrations très importantes, parce que là, ce sont des moyennes mensuelles. Hein. Et donc, on voit bien, comme présenté sur la Loire, qu'on a un bouchon vaseux qui est présent en étiage, donc en général en été et à l'automne. Une autre façon de regarder ces valeurs de turbidité, c'est de les positionner en fonction du débit. Donc, cette figure trace les valeurs mesurées en fonction du débit moyen journalier et en semi-log. Et ce qu'on voit, c'est que, comme déjà évoqué, donc à Pauillac, on a bien vu qu'il est toujours quasi là. Par contre, donc, sur la Garonne et la Dordogne tidale, on voit vraiment un signal qui évolue. Donc, en période d'étiage, on a des concentrations du bouchon vaseux les plus importantes. À mesure que le débit augmente, on a une diminution. Et par contre, donc, passé un certain seuil, on revoit une augmentation. Donc, comme évoqué par Hélène, lorsque il y a des grands débits, et notamment pendant les crues, on a des apports de matière en suspension liés à l'érosion des sols, et donc acheminé par la crue vers l'estuaire. Par contre, ce qui est notoire, c'est quel que soit le système, les concentrations atteintes pendant des périodes de crue n'ont rien à voir avec celles que l'on peut avoir lorsque le bouchon vaseux est là. Ce type de figure a permis aussi de définir pour les différents sites le seuil de débit nécessaire pour commencer à repousser le bouchon vaseux vers l'aval. Dans le cas de Bordeaux, il faut au moins 350 mètres cubes pour escompter, voir cette fausse masse turbide être chassée. Pour la Dordogne, à Libourne, on est à des valeurs un peu plus basses. Donc ça, ce sont des seuils de valeurs qui sont intéressants, par exemple, pour les gestionnaires. Sur la Garonne, notamment, il y a un soutien d'étiage tout l'été. Et donc, en plus de les soutiens d'étiage sont aussi pilotés par les concentrations d'oxygène, mais c'est aussi important d'avoir en tête les ordres de grandeur de débit qu'il faut pour mettre en mouvement et déplacer le bouchon vaseux. Donc, aussi bien dans l'exposé d'Hélène que ce dont je vous ai montré antérieurement, on voit bien qu'il y a un contrôle donc, de la présence du bouchon vaseux d'une part par le débit fluvial et d'autre part par la marée, que ce soit par les cycles de marée basse mer, haute mer, Morteau et Viso, et aussi par le marnage. Donc, Isabelle Rallen-Rojas a appliqué des méthodes d'analyse spectrale aux séries de turbidité pour voir la contribution relative de ces deux facteurs de forçage sur la variabilité de la turbidité. Et donc, ce sont les petites figures là, donc à gauche pour pouvoir comparer la Garonne, la Gironde et puis la Loire. Les sites ont été positionnés en position relative, c'est-à-dire qu'on a pris la longueur totale de l'estuaire définie par la remontée amont de la marée dynamique, rapportée donc à la position. Donc, ça permet de situer en comparaison chaque estuaire. Et finalement, par exemple, Nantes et Bordeaux sont à peu près à mi-estuaire selon cette règle-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, d'une part, ce n'est pas une surprise, le débit fluvial en amont est le facteur qui joue le plus sur la variabilité de la turbidité, mais on voit aussi que la marée a un rôle non négligeable. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que les schémas d'influence de ces facteurs de contrôle sur la variabilité sont assez similaires.
en Gironde, en Loire. Et bon, Isabelle avait trouvé aussi 2 estuaires pour lesquels il y avait des jeux de données qui permettaient de faire ce calcul. Et donc, on voit finalement qu'il y a des schémas assez généraux qui se dégagent, indépendamment de l'estuaire étudié. On ne s'attendait pas à ça, par exemple, pour la Loire et la Gironde, parce que ce sont des systèmes quand même assez différents. Il y a quand même 2 chenaux fluviaux, la Garonne et la Dordogne, dans le cas de la Gironde, et puis, par exemple, des dragages peut-être plus fréquents sur la Loire, et finalement, on se rend compte que les facteurs de contrôle demeurent quand même dans les mêmes tendances. La série de données aussi a permis de travailler aussi sur la tentative de définition d'indicateurs de présence du bouchon vaseux, donc principalement à Bordeaux, puisque la thèse était beaucoup axée sur l'axe Gironde-Garonne. Et par exemple, Isabelle a pu montrer que le nombre de jours de présence du bouchon vaseux à Bordeaux était directement lié au nombre de jours de débit, de nombre de jours pendant lesquels le débit est inférieur à 250 mètres cubes. En plus, ce qui a été montré, c'est que la concentration maximale atteinte pendant la présence du bouchon vaseux pendant un étiage était influencée non seulement par le débit pendant l'étiage, mais aussi par les volumes d'eau écoulés depuis le précédent étiage. Et ça peut s'expliquer par le fait que lors du précédent étiage, donc le bouchon vaseux était présent. On a évoqué qu'il y a de la décantation, des dépôts, de la crème de vase. Donc, lorsque le bouchon vaseux est chassé, il y a ces dépôts qui restent en place partiellement. Et à mesure que le débit augmente, et parfois même que l'on a des fortes crues, il y a, de façon un peu simplifiée, on pourrait considérer que ça effectue un curage du lit de la rivière et donc enlève une partie de ce matériel qui ne sera plus donc disponible lorsque le bouchon vaseux va revenir. Donc, c'est là aussi qu'on voit que le contrôle de la présence du bouchon vaseux ne dépend pas simplement du débit pendant l'étiage, des bas débits, mais aussi il y a un effet mémoire donc de l'histoire des débits et des volumes d'eau écoulés entre 2 étiages. Isabelle avait comparé aussi les valeurs, puisqu'on avait traité les valeurs aussi de la Loire, et ça montrait qu'il y avait la même logique de relation entre les débits, le nombre des jours d'étiage et le volume d'eau. Donc, et la conclusion avait été de dire que finalement, le débit peut permettre de fournir 2 indicateurs hydrologiques de la présence du bouchon vaseux en amont, que la durée de l'étiage va complètement piloter la durée de présence du bouchon vaseux à un site et que par contre, le volume d'eau écoulé depuis la fin de l'étiage précédent va conditionner la turbidité maximale. Une autre analyse qui a été faite, du coup, à partir de la modélisation, puisque le réseau Magest ne date que depuis 2004, a été finalement d'essayer de savoir si l'intrusion amont du bouchon vaseux dans la Garonne avait évolué au cours du temps. Comme il n'y avait pas vraiment de données pour cela, donc ça a expliqué le retour à cette modélisation. Et donc, je ne vais pas détailler le modèle qui a été utilisé, qui est un modèle assez simple, mais du coup, ça a permis de simuler pour différents débits. 200 mètres cubes commence à être un débit en début d'étiage, 125 mètres cubes, et finalement pas un étiage trop sévère, mais donc c'était les chiffres ont été retenus. Et on voit l'évolution de la présence du bouchon vaseux. Donc ici, on a Bordeaux et donc son amont, depuis 1953 jusqu'en 2014. Et on voit qu'il y a eu une nette progression de la présence du bouchon en amont. L'intensité du noir, je n'ai pas laissé échelle de graduation, mais donne aussi une indication du renforcement de la concentration. Et par exemple, dans les années 50, où a priori le bouchon vaseux n'était quasi jamais présent à Bordeaux, il y a des images et des ondits quand même. Il y a Madame Rabic, Génération de pêche, qui nous dit toujours que le bouchon vaseux n'était pas présent avant. À Bordeaux, il semble quand même que ce travail tend à indiquer qu'elle avait raison. Et donc, il y a eu une remontée significative de ce bouchon vaseux. Donc, il y a une part un lien avec la diminution des débits, mais il y a aussi eu un impact de l'évolution morphologique de l'estuaire. Par exemple, voilà. On sait qu'il y a eu de l'extraction de granulats en amont de Bordeaux entre les années 60 et 1980. Et la modification de la morphologie de l'estuaire a eu un impact direct sur
sur la marée et sur l'évolution du marnage acadiaque et favoriser une pénétration, une remontée amont accrue de la marée et donc suivie de la remontée amont du bouchon vaseux. Donc, tous ces travaux, les données, notamment donc, toutes ces données qui ont été acquises par Magest, ont permis donc, de mieux définir le lien entre le débit, la morphologie et la marée, et donc leur implication en termes de présence du bouchon vaseux en amont. Ici, j'ai mis cette vignette montre le débit moyen annuel de référence à Tonnet-Charente, sur la Garonne à Tonins. Et on voit que depuis, donc ce sont les données de Banque Hydro, on voit que depuis 1959, il y a une tendance nette à la diminution du débit. Je n'irai pas dans les considérations de dire que c'est soit le changement climatique, soit les usages en bassin versant. En tous les cas, le résultat est qu'il y a une forte diminution. Et cette diminution a induit un bouchon vaseux plus concentré et plus présent en amont, d'une part. Et puis, d'autre part, la diminution du débit favorise aussi la modification de la marée, tant en termes de marnage que d'asymétrie. C'est-à-dire que le flot devient de plus en plus long. Donc, la présence du bouchon vaseux, donc on l'a évoqué, Hélène et moi, induit donc des dépôts saisonniers de vase, vers la crème de vase ou des dépôts dans le lit de l'estuaire. Donc, ces dépôts vont aussi favoriser des changements de morphologie et d'autre part aussi vont favoriser aussi, modifier la marée. Parce que, par exemple, en amont, lorsqu'il y a eu l'extraction de granulats, auparavant, il y avait du gravier, maintenant, c'est de la vase et la marée se propage bien mieux, il y a moins de rugosité, de frottement, et ça favorise donc une propagation accrue de la marée en amont. Et les changements morphologiques affectent aussi la marée. Le fait que la marée s'amplifie et soit de plus en plus, s'amplifie, ça favorise aussi une remontée du bouchon vaseux. Donc, on voit que là, on est dans un système assez complexe où, en tous les cas, tous les paramètres contribuent à avoir une présence du bouchon vaseux plus importante en amont et dans un contexte où, en plus, on peut craindre que ça n'évolue pas positivement. Voilà. Merci. Donc, je suis Jean-Philippe Lemoine, je suis chargé de mission au groupement d'intérêt public Seine-Aval et je travaille plus particulièrement sur les thématiques liées à l'hydrosédimentaire de l'estuaire de la Seine. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'un projet que l'on a mené en collaboration avec l'Ifremer et plus particulièrement avec Pierre Lehir sur le rôle des dragages d'entretien dans le fonctionnement hydrosédimentaire de l'estuaire de la Seine. Ma présentation se fera en 4 temps. Je vais vous rappeler le contexte des dragages d'entretien en estuaire. Je vais vous présenter comment nous les avons modélisés dans l'estuaire de la Seine, les effets que nous avons quantifiés donc à travers les métriques qui ont été discutées plus tôt aujourd'hui, à savoir la turbidité, le bouchon vaseux, mais également les évolutions des fonds et potentiellement des zones intertidales. Et enfin, nous discuterons de ces résultats et de leur transposabilité à l'estuaire de la Loire, et sur le plus long terme. Donc, les dragages d'entretien en estuaire, globalement, c'est une problématique qui touche tous les ports d'estuaire parce que les estuaires constituent des zones qui sont idéales pour l'implantation portuaire, mais la sédimentation, comme vous le savez, y est très forte. C'est donc un problème historique et on retrouve dans les documents des premières traces des dragages qui remontent au Moyen-Âge avec ici une illustration que j'ai placée en haut à droite de l'écran qui est en fait une drague à voile qui était utilisée aux Pays-Bas et qui tire en fait une herse sur les fonds pour éviter que ces derniers se consolident. À l'heure actuelle, les dragages d'entretien génèrent une économie qui est assez conséquente de 2,5 milliards d'euros par an. En effet, dans certains ports, les dragages d'entretien sont colossaux. On peut penser aux chenaux d'accès du port de Shanghai en Chine, dans lesquels jusqu'à 100 millions de mètres cubes peuvent être dragués chaque année. À titre d'illustration, de comparaison, je vous ai placé ici la Grande Pyramide qui fait, elle, 2,5 millions de mètres cubes. Dans nos grands estuaires français, les dragages d'entretien sont plus faibles. Ils oscillent entre 5 et 10 millions de mètres cubes par an. Alors, que sait-on au sujet des dragages en estuaire? Donc, on a une connaissance assez développée sur l'effet des approfondissements, mais qui ne sont pas l'effet des dragages d'entretien. Ça a d'ailleurs été en partie cité au début, notamment les travaux qui ont été faits par les Hollandais, en particulier Winterwerf et ses collaborateurs,
sur les effets de l'approfondissement de la Loire et l'augmentation du pompage tidal et la remontée du gradient de salinité et également du bouchon vaseux vers l'amont de l'estuaire de la Loire. Il y a également des études sur les effets directs des dragages et des clapages qui sont à court terme ou dans le champ proche des opérations. Il y a une littérature assez développée. Globalement, on peut retenir que les dragages à court terme entraînent des modifications des concentrations en matière en suspension et ont des effets sur les faciès sédimentaires. Mais ces effets sont finalement à l'échelle de l'hydrodynamisme des estuaires limités. Les estuaires sont des environnements dans lesquels la dynamique sédimentaire est très intense et donc l'effet des dragages-clapages à court terme, j'insiste sur le à court terme, l'effet direct est relativement limité. Par contre, si l'on s'intéresse aux effets indirects des dragages-clapages en tant que flux permanent de sédiments, en tant qu'entretien d'une zone de piégeage de sédiments, entretien d'une zone dans laquelle il y a de la sédimentation, la connaissance est beaucoup plus éparse, et notamment parce que chaque estuaire est différent et l'étude de ces effets est dépendante à la fois des caractéristiques de l'estuaire, tant son contexte sédimentaire que l'ensemble des forçages qui gouvernent son fonctionnement, mais également des forçages anthropiques. Et forçages anthropiques, j'entends par là l'aménagement portuaire qui a pu être fait du port et les entretiens associés. On peut toutefois retenir dans la bibliographie une citation que j'aime bien remettre dans chacune de mes présentations, c'est « Lorsque les dragages déplacent des quantités de sédiments comparables au mouvement naturel, alors cela devient problématique ». C'est en fait le cas en Seine où on a si l'on compare les mouvements naturels et en particulier les apports marins estimés dans le cadre de la simulation que j'ai représentée ici à environ 5,5 millions de tonnes par an, cet ordre de grandeur est tout à fait comparable à celui des exports réalisés sur les 3 zones draguées de l'estuaire de la Seine, de l'embouchure de l'estuaire de la Seine, avec, vous voyez, des ordres de grandeur de 2, 4 et 2 millions de tonnes. Donc, dans ce cadre, l'objet du projet, l'objet de ma thèse, en fait, c'était d'étudier l'effet des dragages d'entretien sur le fonctionnement de l'estuaire de la Seine et sur ses tendances évolutives en tenant compte des couplages hydromorpho-sédimentaires que je vous ai représentés ici à droite. Dans le cadre de cette demi-journée scientifique du JPLOR, on peut se poser la question de pourquoi une présentation sur l'estuaire de la Seine? Parce qu'en fait, si on jette un œil sur les chiffres des dragages et des mouvements de sédiments dans l'estuaire de la Loire, on voit que finalement, on est dans un contexte qui est assez similaire, où les dragages d'entretien génèrent des flux qui sont comparables aux apports marins. J'ai repris ici une illustration issue d'une présentation d'Artelia pour le JPLOR estuaire. Voilà. Alors, comment nous avons modélisé les dragages? Donc, nous avons, au GIPS Naval, depuis de nombreuses années, financé des travaux de recherche à l'IFREMER pour le développement de la modélisation hydromorpho-sédimentaire de l'estuaire. Et j'ai eu la chance d'arriver donc en thèse sur un modèle qui était déjà relativement bien développé, relativement bien calé. Nous l'avons amélioré pour reproduire les dragages. Vous avez ici un aperçu de l'emprise du modèle dans sa globalité en haut. Le modèle remonte jusqu'à la limite amont de la marée, le barrage de Pose, mais on prend en compte tout l'ensemble de la baie de Seine pour mieux reproduire l'ensemble des phénomènes qui sont importants et générés en baie de Seine. Je profite de cette illustration pour mettre en accent le fait que dans l'estuaire de la Seine, à son embouchure, les dragages sont réalisés principalement sur 3 sites, le port du Havre au nord de l'embouchure, l'entrée entre les digues submersibles basse et sud, donc un site qui s'appelle l'Enghènement, par lequel rentrent les navires qui vont au port de Rouen, et également le site de la Brèche, qui est situé donc à l'amont immédiat d'une brèche dans la digue submersible basse-nord, sous le pont, à proximité du pont de Normandie. Donc, le modèle que nous utilisons est un modèle complètement couplé, donc on considère le couplage morphodynamique. C'est un modèle qui considère donc les interactions entre les vagues venant du large, les conditions météorologiques donc sur l'ensemble de la baie de Seine, les composantes de débit liquide et solide. Le modèle sédimentaire est particulièrement, du coup, a été adapté pour la modélisation des dragages. En particulier, il considère les processus de consolidation au sein d'un modèle multicouche et pour les problématiques qui sont propres à l'estuaire de la Seine, à savoir un environnement sédimentaire mixte sablo-vaseux, nous considérons 5 classes de sédiments, à savoir un gravier, 3 sables de granulométrie différente et un type de vase. Donc, dans ce modèle, beaucoup de travaux ont été faits pour reproduire les dragages et introduire les dragages dans le modèle. Dans le modèle, donc, les dragages sont considérés comme un processus
au même titre que les processus naturels, c'est-à-dire que lorsque le modèle simule une évolution des fonds qui n'est plus compatible avec les besoins de la navigation, le modèle drague les mailles faisant défaut et immerge ensuite les sédiments sur le site de clapage associé à la zone de dragage. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une zone draguée par le port de Rouen, on immerge sur un des sites du port de Rouen, soit le Canic ou dans d'autres simulations le Machu. Et si c'est un des sites du port du Havre, les sites sont représentés ici, on immerge sur le site d'Octoville. À ce moment-là, on a la possibilité de faire ce que l'on appelle du traçage sédimentaire ou marquage numérique qui nous permet par la suite d'identifier, d'isoler la dynamique des sédiments ayant été immergés. Ça nous permet, vous allez le voir, de voir leur impact sur les concentrations MES en particulier. Donc, ce modèle a été validé sur l'ensemble des métriques habituelles, tout ce qui est hydrodynamisme, donc hauteur d'eau sur les différents marégraphes de l'estuaire. Il a été validé en courant en plusieurs points, également par rapport à la propagation de la houle à l'embouchure. La dynamique des MES a également été validée. En termes d'évolution morphologique, celles-ci ont été validées en confrontant les levées réalisées par le Grand Port Maritime de Rouen et le Grand Port Maritime du Havre avec les évolutions simulées par le modèle, que ce soit à travers la comparaison de cartes ou d'évolution de cubature ou d'hypsométrie. Un travail a nécessairement été réalisé sur la capacité du modèle à reproduire les besoins en dragage des ports. C'est pour cela que je l'ai mis en gras, je vais y revenir. Et nous avons également validé la capacité du modèle à simuler la dynamique des sites d'immersion et en particulier leur stabilité. Les simulations que nous avons réalisées, que vous pouvez apercevoir à droite, sont des simulations sur la période 2009-2018. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que sur l'ensemble de cette période, les besoins en dragage sont continus. Il n'y a pas de période pendant lesquelles il n'y a pas de besoin de dragage. Donc, le modèle reproduit bien le rôle de piège à sédiments des zones draguées et entretenues par les ports. Le graphe du milieu, je vois ici que ma légende a été coupée, représente l'évolution de la masse du bouchon vaseux de l'estuaire de la Seine au cours de la simulation. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que celle-ci est constante sur les 9 ans. On n'observe pas de 9 années hydrologiques sur les 10 ans en année civile. On n'observe pas de dérive à la baisse de la masse du bouchon vaseux au cours des 10 ans simulés, ce qui est remarquable. En ce qui concerne la variabilité des quantités, donc je vous ai représenté ici de manière assez simple une figure de synthèse sur la validation des quantités draguées. Nous avons fait le choix par obligation de valider ces quantités en moyenne sur la période 2009-2018 parce que dans la réalité, les quantités draguées en fait, sont plus dépendantes de la disponibilité des dragues que de la variabilité des dépôts induits par les conditions hydrodynamiques. Donc maintenant, je vais me focaliser sur les effets des dragages et donc pour commencer, les effets sur la turbidité. Donc, comme je vous l'ai dit, on a la possibilité de tracer dans le modèle la dynamique des sédiments immergés numériquement par les ports. C'est ce qui est représenté ici, donc c'est la médiane des concentrations de matière en suspension, mais qui ne considère que les matières en suspension ayant déjà été immergées, et ceci sur la dernière année de notre simulation, l'année hydrologique 2017-2018. Ce que l'on peut observer, c'est qu'à l'échelle de l'embouchure de l'estuaire, on a une importante dispersion de ces matières dans l'ensemble de l'embouchure, avec une quasi-absence en fosse sud, mais ceci est lié au courant dans la zone. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un maximum à proximité des sites. Donc, le site d'immersion sur cette simulation, c'est le site du Canic. On voit qu'on a un maximum à proximité et on peut retenir l'ordre de grandeur de 5 mg par litre. Maintenant, avec le modèle, on a la possibilité de faire des simulations avec dragage, mais également sans dragage. Donc, on peut comparer les concentrations de matière en suspension totale, donc non pas seulement celles induites par les sédiments ayant été clapés, mais l'ensemble des concentrations de matière en suspension. C'est ce que je vous ai représenté ici. Ce que l'on voit, c'est que l'on a des distributions spatiales des concentrations en matière en suspension qui sont similaires avec et sans dragage et d'un ordre de grandeur supérieur à celles induites par les matériaux ayant été préalablement clapés. Si l'on regarde maintenant plus précisément la dynamique, les effets des dragages sur la dynamique du bouchon vaseux, donc ce que je vous ai représenté ici, c'est en ordonnée la masse du bouchon vaseux pour la figure du dessus avec dragage et celle du dessous sans dragage. En bas, ce sont les conditions forçantes, l'évolution des coefficients de marée en rouge et des débits de la Seine en noir. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une masse
des évolutions de la masse du bouchon vaseux sur la décennie qui sont tout à fait similaires et également des positions du bouchon vaseux, donc en couleur, qui sont semblables. Alors, comment nous expliquons cela? Nous avons calculé un indicateur de l'intensité de la dynamique sédimentaire en estuaire qui est calculé comme la somme des échanges sédimentaires entre la surface et le fond, le cumul dans le temps et dans l'espace, ici sur une année, sur l'année 2017-2018, ce qui est représenté. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la courbe en bleu plus foncé et la courbe en cyan sont les remobilisations sédimentaires cumulées sur l'année 2017-2018 avec et sans dragage. Ce que l'on voit, c'est que la remobilisation sédimentaire ou alors la resuspension sont tout à fait comparables avec et sans dragage. On a donc une resuspension comparable, donc des matières en suspension qui sont comparables. Si maintenant on compare cette remobilisation totale avec le cumul des masses draguées sur la même période à l'échelle de l'estuaire, il est intéressant de noter que les dragages, finalement, en termes de remobilisation, de mouvement de sédiments, ont un rôle qui est plutôt négligeable, à savoir qu'ils sont 10 000 fois inférieurs à la remobilisation induite par les forçages naturels, donc en particulier les courants de marée et les effets des vagues et du débit de la Seine. Concernant les effets des dragages d'entretien sur les flux sédimentaires, ce que j'ai représenté ici, ce sont des figures très synthétiques des flux sédimentaires à l'embouchure. Ce que l'on voit, c'est que dans le cas à gauche, avec dragage, on a un flux du milieu marin vers l'estuaire qui est estimé sur cette simulation-là, donc avec dépôt volcanique, contrairement à l'illustration précédente, de 5,1 millions de tonnes. Sans dragage, le flux est légèrement plus faible, de 3,9 millions de tonnes, mais dans le cas avec dragage, on a un export total sur cette année 2017-2018 qui, en Seine, a été une année particulièrement intense avec des débits très forts et des conditions de tempête très fortes, donc des dragages très importants. On a un export de 8,7 millions de tonnes. Donc, on se trouve dans cette situation face au constat que la stratégie actuelle de gestion des sédiments dans l'estuaire de la Seine, qui consiste à immerger les sédiments au large en mer, est à l'origine d'un déficit sédimentaire de l'estuaire de 3 millions de tonnes. D'où ma remarque dans le chat tout à l'heure. Si l'on regarde cette approche de bilan sédimentaire en regardant les volumes de sédiments à l'intérieur de l'emprise que j'ai représentée en rouge ici, dans le cas sans dragage en rouge, donc on voit que sur les 9 ans, on a un comblement de l'estuaire, qui correspond à la tendance naturelle de l'estuaire, d'environ 30 millions de mètres cubes en 9 ans. En revanche, dans le cas tendanciel, donc avec immersion des sédiments, soit sur les sites de Canic ou plus récemment de Machut pour le port de Rouen, on observe une érosion de l'estuaire et donc une diminution du stock et de la disponibilité des sédiments dans l'estuaire de la Seine. La courbe en vert représente un scénario que l'on a simulé dans lequel l'ensemble des sédiments dragués sont mis à terre. En fait, on les supprime dans le modèle. On voit qu'on accentue le déficit dans ce cas-là. À titre de comparaison, donc, la différence entre ces deux courbes est de l'ordre de grandeur du volume de la dune du Pilat. Si l'on cherche à spatialiser ces... Attendez, j'ai un petit problème ici. Vous voyez toujours mon écran? Oui, Jean-Philippe, on voit toujours ton écran. Oui, donc si on cherche à spatialiser ces évolutions morphologiques, donc là sont représentées les évolutions morphologiques avec dragage au-dessus et sans dragage en dessous au bout d'une période de 9 ans. On voit, c'est assez difficile sur cette figure, donc on peut faire la différence entre ces deux cartes. On voit que les dragages ont des effets sur l'ensemble de l'estuaire avec des dépôts plus importants pour les couleurs chaudes ici, donc à proximité des sites d'immersion, et des dépôts plus forts sans dragage lorsque le bilan sédimentaire est excédentaire dans une grande partie de l'estuaire, naturellement dans les zones draguées, mais également à une distance raisonnable entre les digues submersibles, mais aussi loin des zones draguées et en particulier ici dans la fosse nord de l'estuaire. Maintenant, mes conclusions. Donc, nous avons, dans le cadre de cette étude, mis en avant une modélisation validée du fonctionnement hydromorpho-sédimentaire de l'estuaire, pour laquelle nous avons une dynamique du bouchon vaseux qui est stable et des évolutions morphologiques réalistes sur une période de 10 ans. Le modèle reproduit les dragages et la dynamique des sites d'immersion. Nous avons pu, grâce à ce modèle, établir les relations entre les dragages et les forçages. C'est quelque chose qui n'était pas connu dans la réalité, car comme je vous l'ai dit, les ports ont une connaissance assez qualitative de ces relations parce que leurs dragages sont plus conditionnés par la disponibilité des engins et les contraintes de la navigation que dans mon modèle. Et nous avons pu quantifier les effets des dragages donc par comparaison de scénarios avec et sans dragage et par l'utilisation de marquage numérique.
Nous avons vu que le rôle des dragages dans le fonctionnement hydromorpho-sédimentaire de l'estuaire au sujet de la turbidité était limité, car le stock sédimentaire dans l'estuaire de la Seine et le dynamisme de l'estuaire sont largement supérieurs au dragage. Concernant le flux sédimentaire et les évolutions morphologiques, nous avons vu que nous étions dans une situation de déficit sédimentaire et donc d'érosion de l'estuaire. Mais si l'on revient 4 diapos plus tôt, on voit quand même que lorsque l'on regarde deux différentiels bathymétriques avec et sans dragage, on a quand même un rôle qui est limité, mais ce constat, c'est limité après 9 ans. Si l'on cherche à se projeter, il faut remettre nos simulations dans un contexte qui est celui de l'estuaire de la Seine, à savoir que nos simulations démarrent en 2009 sur la bathymétrie de 2009 qui résulte de 50 ans de dragage dans l'estuaire. Maintenant, après 9 ans de simulation, on observe déjà, en fait, c'est ce que je vous ai représenté ici, que les évolutions morphologiques induites par l'arrêt des dragages pendant 9 ans ont des répercussions sur l'évolution de l'hydrodynamisme. Je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais ici, je vous montre sur les flux. On voit que les flux, donc les flèches ici, la taille des flèches est proportionnelle au flux sédimentaire. On voit qu'on a des flux qui sont, au bout de 9 ans, impactés par les évolutions morphologiques induites par l'arrêt des dragages pendant 9 ans. Donc, sans dragage, à long terme, l'estuaire se place sur une autre trajectoire d'évolution, sa trajectoire naturelle de comblement, alors qu'à l'heure actuelle, on est sur une trajectoire de déficit. Je tiens à préciser que cette notion de bilan sédimentaire déficitaire ou excédentaire est extrêmement dépendant des emprises considérées. Et si je viens considérer naturellement mes zones d'immersion dans le calcul de mes bilans, on n'est plus sur les mêmes conclusions. Maintenant, on peut se poser la question, ok, les dragages dans un estuaire, c'est pas possible, c'est pas réaliste d'envisager de les arrêter, mais on peut envisager d'avoir recours à une autre stratégie d'immersion des sédiments. Donc, nous avons, dans le cadre de ces travaux, simulé 4 stratégies d'immersion différentes. Donc, une avec immersion, donc c'était le scénario historique avec immersion sur le canique, ce qui nous a permis de valider le modèle. Une avec le site qui est actif depuis fin 2017, début 2018, Machu, et une autre où on met tous les sédiments sur le site du port du Havre, le site d'Octoville. Ce que l'on voit de manière cohérente avec ce que je vous ai présenté préalablement, c'est que les concentrations en matière en suspension, la dynamique du bouchon vaseux ne sont finalement, à l'échelle des 9 années simulées, pas impactées par la stratégie d'immersion. Concernant les évolutions morphologiques, toujours en lien, on a des effets limités à l'échelle de l'estuaire, car comme on l'a vu, les immersions ont un impact qui est principalement centré sur le site d'immersion. En revanche, lorsque l'on commence à regarder les flux donc les flux à l'embouchure et les dragages, on voit qu'il y a des différences qui opèrent. On voit en particulier que les flux à l'embouchure sont différents selon les 4 scénarios, que les exports par dragage sont différents selon les 4 scénarios, sachant que dans le scénario avec clapage, où clapage et rayé, c'est équivalent à la mise à terre, c'est ce qui est représenté ici. Et en fait, il en résulte 4 bilans sédimentaires qui sont déficitaires, excédentaires en rouge avec le cas avec sans dragage. On a 4 bilans sédimentaires qui sont déficitaires, mais finalement quand même différents. Donc à long terme, on a une trajectoire d'évolution de l'estuaire selon la stratégie d'immersion qui est similaire, mais qui est quand même légèrement différente dans la mesure où le bilan sédimentaire n'étant pas le même, on ne va pas avoir la même disponibilité sédimentaire à l'intérieur de l'estuaire pour sédimenter, en particulier, comme l'a dit Pierre dans le chat, alimenter la sédimentation qui pourrait accompagner l'élévation du niveau marin. Donc, en résumé, en estuaire de la Seine, les dragages d'entretien, il s'avère qu'ils ont un rôle important sur les évolutions de l'estuaire sur le long terme. Comparativement au dragage, les immersions ont un rôle secondaire, mais non négligeable sur le long terme. Pour revenir un petit peu à la Loire, toutes ces questions que j'ai posées au début de ma présentation restent entières parce que dans la Loire, le système est différent. En Seine, il n'y a pas de dragage aspiratrice stationnaire. Nous n'avons pas de recours conséquent au dragage par injection d'eau. Et or, ces deux pratiques, elles sont neutres en termes de bilan sédimentaire, mais a priori, elles augmentent la disponibilité sédimentaire pour la turbidité. Donc, si en Loire, la turbidité est conditionnée par la capacité de remobilisation comme en Seine, les dragages n'auront pas d'impact, les dragages d'entretien, n'auront pas d'impact sur les turbidités. En revanche, si en Loire, les concentrations de matière en suspension, la dynamique sédimentaire
est impacté par le stock sédimentaire disponible, alors la question est entière. On peut se demander si les dragages ont un rôle sur les turbidités. J'ai mis ici, pendant la présentation de Sabine, relation avec la durée de l'étiage, parce que ce qu'a évoqué Sabine évoque une relation entre le stock sédimentaire disponible et les turbidités. En termes de bilan sédimentaire, l'utilisation des dragues aspiratrices en marche et les immersions sur le site de la Lambarde, je n'ai pas trouvé d'éléments permettant de quantifier si les exports à la Lambarde sont supérieurs ou pas aux pompages tidales. Est-ce qu'on est dans le même cas que dans l'estuaire de la Seine, avec des exports supérieurs aux pompages tidales? Et donc, du coup, quels sont les effets finalement des dragages par dame sur le bilan sédimentaire? La question est entière également. En termes de perspectives, donc, les perspectives que nous voyons en Seine, c'est d'aller plus loin pour affiner les trajectoires morphologiques, en particulier voir si on arrive à atteindre des équilibres morphologiques différents selon les différents scénarios. On a vraiment une volonté de croiser cette approche avec tous les travaux que l'on mène en termes de restauration écologique et en particulier avec les approches de résilience et de résistance de l'estuaire face au changement climatique. Et il apparaît intéressant également d'étudier des scénarios alternatifs qui permettraient de viser un bilan sédimentaire stable. Donc, ces scénarios peuvent être dimensionnés en augmentant le taux de retour des immersions, donc soit en déplaçant le site ou soit en réalisant directement les immersions dans l'estuaire à proximité des zones d'intérêt. Voilà, je vais finir juste sur cette citation de la bibliographie. Donc, pour assurer une sédimentation suffisante pour faire face à l'élévation du niveau marin, les estuaires ont besoin de suffisamment de sédiments. Une situation de déficit sédimentaire en estuaire entraîne une multitude de problèmes, notamment l'approfondissement des chenaux. Donc, Sylvain a mentionné tout à l'heure la canyonisation, provoquant l'intrusion de la salinité, l'augmentation des risques d'inondation due à la pénétration de l'énergie marine et la perte de zones écologiquement riches. Je vous remercie.